il y a un boulevard énorme dans l'éducation. Genre, je trouve ça indécent que les étudiants payent ces prix faramineux. Moi, je me suis dit, mais en fait, on peut faire moins cher et mieux. Déjà, tout ce qui touche à l'éducation en France, c'est un énorme mammouth qui met du temps à se déplacer. C'est vrai. Je pense que la haine m'a beaucoup drivé quand même dans ce business-là. C'est normal, le premier réflexe, c'est de se dire putain, ouais, ça y est, c'est fini. Et en fait, c'est de se dire, s'ils veulent m'attaquer, c'est-à-dire qu'ils ont peur de perdre quelque chose. Je me disais, ils peuvent faire sauter mon business. Dans ce milieu-là, ils en sont capables. Et là, ils se disent, ouais, mais je sais pas, j'ai envie de faire ce business et tout. Construis déjà un truc sans rien vendre. Une idée sans exécution, en fait, c'est même pas une idée, c'est juste. C'est du fantasme. Bon mec, ça fait vraiment plaisir de t'avoir pour ce premier épisode, parce que il y a un an, en fait, on commençait, enfin toi, du coup, tu commençais plus ou moins. Ouais. On avait déjà échangé ensemble, et ça fait aussi plaisir parce que du coup, Craft, c'est le podcast. Il y a quand même une notion, tu vois, de justement utiliser la créativité pour derrière construire un peu la vie qu'on a envie d'avoir ou oser construire un écosystème dans lequel on se plaît. Et toi, c'est clairement ce que t'as fait en un an. Bon, on rentrera après dans les détails. Ouais. Mais déjà, si tu peux un peu te présenter pour ceux qui te connaisseraient pas, quoi. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Franchement, c'est ce que je te disais avant. S'il y avait bien une personne avec qui je voulais parler de tout ça, c'est avec toi, vu qu'on se connaît depuis tout pile un an, du coup. C'est parfait, le timing est parfait. Du coup, moi, c'est Simon. Donc, je fais du contenu sur les écoles de commerce et en particulier les concours d'admission parallèle. Donc, c'est pas les concours de prépa, c'est les concours annexes où tu passes par la fac. Et du coup, là, je suis sur TikTok, Instagram, LinkedIn, je poste un peu partout. J'ai aussi une communauté Discord, on est plus de 7000. Et depuis septembre, j'ai lancé AST Prep. Donc AST Prep, c'est une plateforme de préparation aux Taj Maj et aux oraux. On se préparait à ces concours justement. Et donc là, on a accompagné plus de 800 élèves depuis septembre. C'est trop bien. Plus de 800 élèves et surtout le mois dernier ou en janvier, vous êtes passé... Ouais, on était... ces 3 derniers mois, on est sur du 550 élèves. Enfin, okay. On a une énorme communauté. Et en termes de chiffre d'affaires, à part si tu veux pas divulguer... Mais... Chiffre d'affaires mensuel ? En mensuel sur un an, enfin peu importe ce que tu as envie de... En tout, on est sur entre 100 et 150 000 en TTC. Ok. Et de toute façon, les calculs, ça se fait rapidement. Notre abonnement, il est à 69, t'as 500 élèves, tu peux à peu près faire les calculs. Bon, on rentrera dans les détails, mais de toute façon, c'est quand même un business qui est aussi vachement saisonnier, puisque chaque année, il y a les mêmes périodes de concours, oraux, etc. Mais moi, j'ai surtout envie qu'on commence par la genèse. Ouais. Parce que on parle souvent de disrupter des industries par de la tech, mais c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire ce podcast. Et toi, t'as disrupté en fait une industrie ensuite par de la tech, parce que vous avez votre plateforme, mais au début juste par une volonté, c'est-à-dire que tu me compléteras après. Mais c'est vrai que déjà tout ce qui touche à l'éducation en France, c'est un énorme mammouth qui met du temps à se déplacer. C'est vrai. Même dans le privé, au niveau des prépas, ça marche au réseau, c'était très institutionnalisé, etc. Et toi, tu travailles justement pour ces organismes de prépa qui sont très chers. Et en fait, ce qui fait que, par exemple, moi, je viens d'un petit village de France périphérique de 400 habitants. Ces gens-là, enfin, les jeunes de là-bas n'ont pas accès. Et toi, tu t'es dit, en fait, je vais lancer mon organisme de formation. Et moi, ma première question, c'est c'était quoi le déclencheur, le déclic? En fait, comme tu dis, vraiment, on a remarqué que autour de moi, parce que j'ai vraiment commencé les vidéos YouTube, moi, en fait, j'étais étudiant, je suis passé par ces concours-là. Et donc, j'ai commencé les vidéos YouTube pour parler de mon expérience. Donc, un peu comme le font, tu sais, il y a des élèves de prépa, ils se mettent dans leur chambre, ils disent, là, samedi, il y avait le DS de maths. Et j'avais remarqué qu'il n'y avait pas ça en AST, en admission sur titre. Donc, je me suis dit, on va faire pareil. Donc, toutes les semaines, je faisais une vidéo YouTube. Et en fait, du coup, j'ai commencé à comprendre ce que c'était le marché, commencé à travailler à droite à gauche avec les prépas. Donc, traditionnellement, comme tu dis, tu te prépares avec des instituts prépa, de prépa privés qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Et sauf qu'à un moment donné, je me suis préparé. Le Taj Maj, je l'ai pas hyper bien réussi. Donc, c'est un test que tu dois passer pour les concours. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai payé une telle somme pour que la préparation, elle soit si bof? Et je voyais qu'autour de moi, il y avait à peu près cette même... Et personne ne faisait rien. Enfin, c'est assez saisonnier, comme tu dis, c'est assez cyclique. Tu vois, les élèves, ils passent. T'en as certains qui réussissent, d'autres qui réussissent pas. Et tu vois, en vrai, une fois que t'es en école, tu regardes pas en arrière en mode, ah ouais, la prépa, elle était pas folle quand même. Ouais. Et du coup, je me disais, mais c'est dingue. Enfin, personne veut améliorer
personne veut faire en sorte que les choses soient meilleures. Et du coup, je me suis dit, mais il y a tellement mieux à faire. Donc l'idée à la toute base, c'était genre, je trouve ça indécent que les étudiants payent ces prix faramineux. Parce que la réflexion pas bête de mes concurrents, c'est de se dire, tu vas payer 60 000 € une école, donc t'es prêt à je peux payer 3K une prépa. Tu vois, en plus, ils font des petites clauses, genre admis ou remboursé avec 45 conditions. Bref, ils sont assez smart. Mais moi, je me suis dit, mais en fait, on peut faire moins cher et mieux qu'une prépa. D'où l'idée de faire un SaaS, une plateforme e-learning. Et franchement, c'était pas hyper difficile. Je me suis associé avec Grégoire, qui est à l'ESSEC, lui. Lui, il a eu un score démoniaque au Taj Maj. Il a vraiment eu le meilleur score. Il a eu 507 à l'ancien. Là, il a repassé. Il a eu 540. Vrai, c'est une brute. Ce mec est une brute. Il est trop fort. Et du coup, en fait, l'association de malfaiteurs de moi, qui fait mes vidéos sur les concours, qui connaît bien les concours, et lui, qui est trop fort, qui est une machine au Taj Maj, en fait, on s'est dit, mais on est obligé de faire un truc. On peut pas laisser ces mecs-là faire leur prépa bof, pas à jour, ancienne, et charger des milliers d'euros, alors que nous, on peut faire 10 fois mieux qu'eux pour moins cher. On était obligé, c'était un devoir. Franchement, c'est ce qu'on se dit avec Grégoire. On était obligé de le faire. On avait trop de data, on connaissait trop de choses pour ne pas se lancer. Ouais. Mais là, tu vois, là, tu le racontes, ça paraît logique. Tu dis, ouais, bah, on était obligé, etc. Mais bon, il y a quand même un énorme chemin jusque-là. Ouais. Qu'on va rentrer dedans. Mais je voulais juste préciser, parce que moi, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, et c'est pour ça que je kiffe vraiment ton parcours. C'est que tu vois, encore une fois, je viens de la France périphérique. Moi, j'ai commencé d'un petit village. Je finis par aller dans la Silicon Valley. Et en fait, tu vois, j'ai vu toutes les couches, entre guillemets, de la société, différentes éducations. Mais j'ai surtout vu, en fait, que en France, t'as Paris, t'as accès à à certaines choses. Encore dans les grandes villes, ça peut aller. Mais tout le reste de la France, en fait, même si on est le pays liberté, égalité, fraternité, il y a quand même de l'accès à l'information qui est hyper disparitaire. Ouais. Et je voulais juste te dire, voilà, je trouve ce que vous faites, c'est vraiment génial. Tu vas rendre un truc accessible un peu à tout le monde. Ouais. Même si, bon, la finalité, l'école de commerce, on peut mettre des petits doutes sur certains points. Bien sûr. Faut vraiment savoir pourquoi vous y allez. Mais si on revient vraiment à la genèse du truc, parce que de toute façon, c'est comme on dit à chaque fois, la vie doit être vécue en avançant, mais elle fait que sens en regardant derrière. Je me rappelle du moment, parce qu'à ce moment-là, moi, j'accompagnais, entre guillemets, gratuitement des entrepreneurs pour donner des conseils. Ouais, je me rappelle. Ça s'appelait comment déjà? Le Better Call Joss. Le Better Call Joss. Le Better Call Joss, qui était en fait, je me disais, mais moi, j'aurais aimé avoir un mec, tu vois, qui est juste une demi-étape au-dessus de moi et qui me dit, tiens, j'ai fait cette erreur, tu peux peut-être la faire, enfin, fais gaffe, etc. Juste un accompagnement, tu vois. Et bref, j'avais accompagné 60 entrepreneurs comme ça, dont toi. Mais surtout, je me rappelle de notre call où tu travaillais pour ces classes préparatoires et tu me dis, ouais, mais Joss, je sais pas si je dois partir, après je sais pas ce que ça va donner. Là, tu vois, j'ai quand même un petit peu d'argent qui rentre, etc. On va pas dire la somme, mais bon, par rapport à ce que tu faisais, la valeur de ta communauté, c'était dérisoire. Dérisoire, ouais. Et bon, après, moi, je t'ai dit, mec, vraiment, enfin, là, du point extérieur, là, c'est banger, hein, t'as vraiment un asset dans les mains de ouf. C'est vrai ce que tu me disais. Et enfin, quand même, l'important, c'est même ça, c'est pour tout business. Même si aujourd'hui ça fait sens, et tu me diras, ce sera ça ma question, l'important c'est les 3 premiers mois où t'as rien entre les mains, t'as tout à créer, et tu dois impulser cette énergie, tu vois, pour transformer de l'idée au business. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu, cette période, surtout les premières semaines, les premiers mois, quoi? C'est ça. Ouais, c'est ça, parce que là, j'ai dit l'idée du projet, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, genre, il y a les faces cachées, tu vois, surtout au début, et t'as grave raison. Et c'est vrai que moi, j'étais complètement paumé, en vrai. Je bossais pour une prépa, je vais pas citer. Ça se passait assez mal. Ils étaient. Parce qu'ils mettaient quand t'as sorti, ils mettaient des coups de pression. Ah oui, ils mettaient des coups de pression. J'étais freelance, mais il y avait un truc, il y avait des petites pressions en mode, ouais, pourquoi tu fais pas plus, etc. Vraiment bizarre. Franchement, c'est des gens. Un peu shady, quoi. Ouais, vraiment. Je me dis, pour un truc dans l'éducation, que ce soit des acteurs aussi majeurs, aussi exposés, qui soient comme ça, je me dis, ça fait peur pour l'éducation, qui est quand même un truc assez beau, tu vois, je me dis bizarre. Bref, je vais pas m'attarder dessus, mais en fait, à un moment donné, je me dis, stop, ça peut pas continuer, il y a trop de stress. En plus, à côté, je peux pas rentrer dans les détails, mais pareil, j'ai un gros coup de pression, on me met un gros coup de pression, ces mêmes personnes me mettent un énorme coup de pression,
parce que pour des trucs de propriété intellectuelle, parce que j'avais un Discord, il y avait des PDF qui traînaient, etc. Alors qu'on était à ce moment-là dans une relation. C'est toi qui l'as créé quand même. Ouais, alors que voilà, et moi je connaissais rien, et ils m'ont mis une énorme coup de pression. Enfin, ça allait jusqu'à on va contacter ton école, on va supprimer, on va leur faire enlever ton diplôme. Genre moi, tu t'imagines, genre moi je commence, je connais rien d'entrepreneuriat, on me dit ça, j'étais mort de trouille. J'étais mort de trouille. Et c'est à ce moment-là vraiment que je t'appelle et je te raconte. Je me souviens, toi tu me dis mais sors de là mec, sors de là. Et moi je me rendais pas compte. Parce que tu vois, moi ça rentrait, il y avait quelques centaines d'euros qui rentraient tous les mois, je me disais c'est confortable, je payais mon loyer, mais ça me mettait dans une petite prison dorée, même si c'est une toute petite prison dorée quand même. Et en fait, à un moment donné, ouais, je t'appelle et je regarde un peu sur Twitter. Et je me dis j'ai besoin d'aide en fait, et je te vois toi, je vois il y a des bons retours parce que tu mettais les screens un peu, tout le monde disait ouais banger et tout incroyable, je me dis vas-y je vais l'appeler, en vrai c'est gratuit. Et en plus toi t'as été trop cool parce que je me souviens, je t'appelle, tu me donnes de la value, et après tu m'as rappelé quelques jours plus tard, tu m'as dit ouais en vrai Simon bah c'est stylé ce que tu fais, si tu veux je peux t'aider machin à titre parce que en fait de base c'était juste des calls d'une demi-heure et j'avais pensé à toi, je me suis dit ce projet, il est vraiment dingue, j'aime la personne, faut vraiment que ça voit le jour, tu vois. C'est ça. C'est ça. Et c'est toi, du coup, qui me met en face des yeux que bah, j'ai une communauté, j'ai un marché, il y a une demande, que c'est vrai qu'au début, on pense que c'est saturé, il y a que des prépas, il y a des prépas partout, il y en a une quinzaine là en France qui préparent au même truc, c'est tout petit le marché des AST. École de commerce, AST, c'est un truc encore plus réduit. Et donc vraiment... c'est vraiment niche de ouf là. Ouais, c'est niche. Et donc vraiment, moi, à aucun moment, je me dis, je peux concurrencer ces mastodontes. Et c'est toi qui me dis, mais en fait, toi, t'as quelque chose que eux, ils ont pas. C'est la communauté. C'est le serveur Discord, c'est ta chaîne YouTube, c'est ton compte TikTok, ton compte Instagram. Et là, c'est vrai que ça commence à cogiter. Mais j'avais un gros problème. C'était le syndrome de l'imposteur. Tu te souviens? Je disais, ouais, mais, tu vois, genre, j'avais peur de faire payer des gens, tu vois. Je me disais, putain, ça fait chier quand même. Je suis qui, moi? Parce que moi, je venais rentrer à l'EDEC. Je venais rentrer à l'EDEC, ouais voilà quoi, je faisais des vidéos mais ça s'arrêtait là. J'étais pas un entrepreneur, j'avais pas forcément une expertise. En tout cas, mon expertise, je pensais pas que je pouvais la monétiser. Et donc bah c'est toi, tu m'as dit, je me souviens très bien, tu me dis commence par un truc, par une petite offre, Tu me fais lire Expert Secret. Je le lis en entier. De Russell Brunson, et d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent, c'est si vous avez kiffé Hormozy sous stéroïdes, c'est d'ailleurs un des mecs qui a formé Hormozy pour la plupart, donc ouais, recommande fortement quoi. Exactement, genre j'applique vraiment ce que tu me dis et ce que me dit le livre. Je sors un premier truc genre vraiment dérisoire, genre 10 balles je me souviens, relecture de CV. Le mois d'après, j'augmente à 30 balles pour relecture de CV, plus je ramène des potos pour qu'ils viennent parler de leur expérience du Taj Mahal. Je trouve, tu vois, je fais au début 10 clients, 15 clients, et là je commence à voir le truc, et après vraiment on se reparle, et je lance j'avais toujours ce syndrome de l'imposteur, il est resté longtemps quand même, resté longtemps, c'est vraiment un vrai truc, hein. Et à un moment donné, je dis vas-y on passe au slip aussi. Et surtout que toi, normalement de base, je suis désolé, je te coupe, mais le syndrome de l'imposteur déjà par rapport à soi c'est énorme, et toi t'avais des pressions externes. Oui. De mecs qui tu peux te dire, alors qu'en fait ils avaient de l'air que du flanc quoi, de mecs t'as quand même une pression, tu te dis j'ai même pas commencé que j'ai déjà une galère. Totalement, ils m'ont très bien fait comprendre eux, qui rigolaient pas avec la concurrence. Genre moi j'arrive dans un marché hyper saturé, je vois les mecs qui sont à la tête, ils rigolent pas, genre je pense qu'ils pourraient se faire sauter mon business. Moi j'étais pas bien en vrai. Je me disais c'est vrai, hein, et c'est vrai que tu mets le doigt dessus, c'est vrai qu'à chaque étape de mon business, et même quand j'ai lancé ma plateforme, je vivais dans la peur. Et j'exagère même pas. Je me disais, ils peuvent faire sauter mon business, peut-être ils ont le bras long, peut-être ils peuvent me faire des coups, parce que je sais que dans ce business-là, dans ce milieu-là, ils en sont capables. Mais justement, tu vois, tu peux le prendre de l'effet inverse. C'est normal, le premier réflexe, c'est de se dire, putain, ouais, ça y est, c'est fini. Et en fait, c'est de se dire, s'ils veulent m'attaquer, c'est-à-dire qu'ils ont peur de perdre quelque chose, et que du coup, moi, j'ai quelque chose, tu vois, que... Exactement. Et c'est quand ils ont commencé, je voyais qu'ils flippaient, en fait. Qu'ils avaient peur que moi, je gagnais en influence. Je comprenais pas. Moi, j'étais vachement dans une démarche collaborative. Je voulais pas retourner le marché, tu vois. Moi, c'est vrai que on m'a acculé et j'étais obligé de répondre. À un moment donné, j'en ai marre d'être un peu la victime. Là, franchement, ils se sont trop foutus de ma gueule. À un moment donné, ils m'ont cherché, ils vont me trouver. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là, je me suis dit, ok, vas-y, en moment donné, j'avais juste plus peur. Je me suis dit, vas-y, ok, ils peuvent me mettre, tant qu'à faire, ils peuvent mettre mon école à dos, machin, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, peut-être ils ont le bras long, peut-être ils veulent forceter mon business, vas-y, on va partir à la guerre. Mais c'est vrai qu'au début, jusqu'à très récemment, je flippais. Je me disais, mais ces mecs-là, ils peuvent, mais en fait, non. C'est que du flan. C'est que du flan.
Qu'est-ce que tu dirais, toi, parce que du coup, là, je pense qu'il y aura pas mal de gens, on sait pas, mais je pense qu'il y aura pas mal de gens, tu vois, qui vont nous écouter, qui justement essaient soit de rebifurquer, soit de construire un business, soit de... Et qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport au syndrome de l'imposteur à ces personnes-là, tu vois? En fait, je pense à un moment donné, moi, j'ai regardé d'autres personnes, je me souviens, qui étaient moins forts que moi, et qui monétisaient des trucs, genre des fiches de TOEIC, des fiches de machin, et qui avaient genre des scores pas ouf, tu vois. Ouais. Et je me disais, mais attends, mais ces mecs-là, et même je voyais sur internet, c'est des mecs qui font, c'est des mecs qui se faisaient expose sur Twitter, en mode, ouais, ce mec-là n'a jamais fait un euro. Et je voyais, ils avaient l'air hyper confiants en eux et tout. Je me dis, mais comment c'est possible que il y a des gens qui ont zéro syndrome de l'imposteur, et moi je me bloque alors que j'ai beaucoup plus d'eux. Je suis parti de cette réflexion et je me suis dit, ok, mais en vrai, genre, je pense qu'il faut juste réfléchir. Faut voir la demande, ce dont les gens ont besoin. Il faut juste, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est parler aux gens. C'est, tu m'avais dit, ouais, contacte les gens, demande-leur ce dont ils ont besoin. Et juste à un moment donné, c'est juste un cheminement logique. C'est, t'as une demande, bah, tu leur demandes, bah, qu'est-ce qui t'aiderait, toi, dans ta démarche de concours ou dans ton business, je sais pas moi, dans ta perte de poids, etc. Bah, moi, ce qui m'aiderait, c'est ça. Ok, combien t'es prêt à payer? Bah, je sais pas, moi, entre ça et ça. Et même si au début, c'est pas une très grosse somme. Mais au moins, t'avances, quoi. Bah, au moins, t'avances. C'est pour ça que toi, tu m'avais très bien conseillé. Tu m'as dit, mais commence par un petit truc. Moi, c'était 10 balles, hein. Et c'est vrai que les 10 balles, bah, ne serait-ce que faire l'acte de vendre à 10 personnes 10 balles, ça faisait 100 balles. TTC en plus. Donc, vraiment, t'es pas sur la richesse. Mais, ça m'a appris que je pouvais vendre. Et ça, c'est le meilleur quand tu vois juste, par exemple, je sais pas, t'avais fait combien de ventes à 10 balles? C'est pas 8 ventes? Ouais, 8, peut-être, ouais, 8. Mais tu vois le dashboard 80 balles et tu dis, en fait, c'est tes 80 balles à toi, tu vois. T'as pas des vieux mecs qui vont te mettre des coups de pression. Et en fait, ça te change un mindset. Exactement. Et vraiment, ça switchait tout. Le fait de vendre, mais les premiers euros qui rentrent. Du coup, si tu te dis, bah, ouais, en fait, bah, j'ai juste, après, c'est comme à la muscu. C'est progressive overload, tu vois. Ouais, ok, tu vois, bah, j'ai mis les résultats, t'es là en mode stylé et tu continues à... Exactement. Et c'est tellement puissant ce que tu dis, parce qu'en vrai, syndrome de l'imposteur, c'est qu'on a tendance, non mais j'ai cette idée-là, et si, et ça. Et en fait, t'entretiens un syndrome de l'imposteur parce que tu crées de la friction, tu vois. En fait, tu peux toujours faire des suppositions sur un marché, sur une idée, sur une personne. Mais en fait, le meilleur moyen de le combattre, c'est vraiment, tu vas tacler tout ça. Exact. Et limite de même pas penser, de te dire, j'ai une idée, de la confronter le plus rapidement au marché. Moi, par exemple, avec le podcast, tu vois, j'ai commencé à retourner dans ce défaut. C'est-à-dire que pendant un mois, j'essayais de réfléchir à la stratégie et tout. J'ai envie d'aller par là, mais j'ai peut-être envie d'aller par là. Et au final, je me suis dit, mais mec, fais tes 5 premiers épisodes et t'itères à partir de là, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est une leçon puissante que tu sors là-dessus aussi par rapport à ça. C'est juste, mec, genre... En plus, toi, t'avais la chance, t'avais vraiment un asset entre les mains de fou furieux. C'est genre test, tu vois. Ouais, c'est le plus tôt possible. Il faut, je pense, quand t'es entrepreneur... Bon, il y en a qui ont des objectifs différents, c'est pas forcément pécunier, etc. C'est pas, ils ont pas besoin de gagner énormément d'argent. Mais juste, je pense, le truc qui t'aide vraiment quand tu te lances, c'est vraiment de faire rentrer tes premiers euros, même si c'est une somme dérisoire. Comme ça, tu vois, tu te rends compte un peu de ce que c'est. Tu dis, mais en fait, j'ai juste à l'appliquer, à le dupliquer. Juste, j'augmente, je rends mon offre meilleure, j'augmente le prix. Après, c'est juste logique, quoi. Mais le plus tôt possible, c'est exactement ça, c'est se confronter au marché et vendre un truc, même si c'est un tout petit truc. Ouais. Même si, je sais pas, moi, tu fais du coach sportif, c'est vendre, je sais pas, moi, un programme à 2 balles, mais même 2 euros, genre. En vrai, c'est hyper puissant. Juste, tu vends ton truc à 2 euros et tu dis, après, tu peux même garder la même personne. Tu dis, bah, pour 10 euros, t'aurais voulu quoi dans le programme? Ouais, c'est ça. Tu prends des clients, tu leur dis, tu leur poses des questions et après, t'upgrades. Genre vraiment. Parfaite transition sur, parce que là, du coup, on a décrit un peu, toi, le business que t'as construit et tout. Ce serait intéressant de voir comment tu l'as construit, l'évolution. Et là, du coup, tu parlais que t'avais une plateforme, mais ce qui est intéressant, surtout de revenir au début, comment est-ce que toi, c'était quoi un peu le processus? Tu m'as dit, on avait fait une première offre. Après, ça a été quoi les étapes d'après aussi, tes galères, tu vois, potentiellement que t'as rencontré à chaque étape? Ouais. Bah, en fait, du coup, j'ai fait, dans l'ordre chronologique, j'ai fait l'offre à 10 balles, ouais. L'offre à 30 balles. Et ensuite, j'ai lancé une offre à 50 balles pour préparer aux euros. Et c'est là où ça a boomé. On a accompagné 150 personnes, on a fait à peu près 8000 euros de CA. Et en fait, j'avais un peu d'argent. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de cet argent? Et à ce moment-là, il y a Grégoire, donc mon associé, avec lequel l'histoire est dingue parce que le mec, Grégoire, on s'est appelé 3 fois et on s'est vu une fois en vrai. Et il me rappelle parce que lui aussi, lui, il bossait avec d'autres personnes du marché aussi, d'autres acteurs, et il avait pas forcément de bonnes relations avec eux. Et il était venu à la même conclusion. C'était ces mecs-là, faut faire quelque chose. On peut pas les laisser au-dessus du marché. Et c'est lui qui m'appelle, qui me dit, ouais, Simon, faut qu'on fasse un truc là. Donc déjà le processus de me dire, ok, on fait un truc, qu'est-ce qu'on fait?
Donc là, on se dit, ok, lui et moi, on avait l'expérience des prépas privés, etc. Et moi-même, grâce à mon Discord, vraiment mon Discord, franchement, avoir une communauté, c'est vraiment un asset de fou. Parce que Je ferais juste une petite pause là-dessus. Ouais. Tu vois, c'est les gens, il y en a, ils se disent, ouais, mais je sais pas, j'ai envie de faire ce business et tout. Construis déjà un truc sans rien vendre. Ouais. Genre, pas, parce que toi, du coup, c'est ce que t'as fait, genre, De kiffer, ouf, c'est vrai, ouais. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai eu, je te partage de la valeur. Et en fait, t'avais l'asset que tous les entrepreneurs, je pense, rêvent d'avoir, c'est-à-dire 7000 personnes sur un Discord, quoi. Et le truc c'est ça, exactement, parce que le truc, quand j'ai commencé mes vidéos YouTube dans ma chambre, en slip, j'avais pas du tout, genre, je me suis appelé Simon ST, je me suis pas dit, ok, c'est comme ça les gens sur le SEO, ce sera, genre, moi, j'ai commencé vraiment les vidéos, genre, sur vraiment un truc, le kiff. Ouais. Et la Discord, c'est pareil. Je me faisais chier, j'étais tout seul. J'étais vraiment tout seul, genre je faisais des vidéos à 50 vues. Juste, je voyais, il y avait des mecs qui commentaient, ouais, Simon, go MP, machin, viens, on se parle. Et à ces mecs-là, on a créé un Discord, on était 3. On est 3, il y a Raphaël, Alexis, qui sont allés en école maintenant. Et après, j'ai étalé le truc, 50, 100, 500. Mais je l'ai vraiment fait, c'est vrai, je l'ai fait sans la moindre idée derrière de business. Je l'ai pas fait en me disant, ah, un jour, je vais la monétiser, cette communauté. Je l'ai fait parce que, genre, je m'emmerdais dans mon AS, j'étais en AS sabbatique. Je m'emmerdais. J'aime bien parler aux gens, j'aime bien raconter ma vie. Et puis après, de fil en aiguille, c'est venu. Mais la communauté, c'est vrai que tu perds rien à créer une audience, une communauté. Rien. Et moi, j'ai fait 1 an et demi, 2 ans de vidéos sans avoir 0 review, ou presque. Et en fait, c'est pas, genre, moi, c'est pas ça qui me drivait, mais par contre, ça m'a hyper servi quand j'ai lancé mon offre. Mais pour moi, ça fait, avant qu'on revienne sur l'évolution, pour moi, ça fait les meilleurs business, tu vois. Genre, le passage à l'action désintéressé dans le sens du business, je pense, en mode tu kiffes, tu commences le plus petit possible, et en fait tu te détaches du nombre de vues, de ceux qui te messagent, et juste en fait tu fais ça pour le kiff, et bizarrement parce qu'en fait la plupart des gens veulent un truc dans le temps court, dans le sens où en mode si je commence il faut que j'ai de l'argent, alors qu'en fait si tu fais un truc dans le temps long, tu vois, le temps long c'est en mode encore une fois t'es désintéressé, et c'est comme ça que tu construis des vrais assets au final. Et parce qu'aujourd'hui, on en est un peu biaisé, on voit les entrepreneurs, tu vois, un peu sur LinkedIn, qui sont connus, etc. Mais en fait, ces mecs-là, ils ont fait la même chose, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils ont fait la même chose pendant des années. Oui. Tu vois, c'est vrai, hein. Et encore une fois, je trouve que c'est un bel exemple, tu vois. Ouais, c'est clair, mais je suis grave d'accord avec toi. Genre, pour moi, c'est les meilleurs business. Et c'est là où t'as les meilleurs business, déjà, en tant que personne. Et aussi, ça te tente pas, quand c'est un truc qui te plaît vraiment, t'as pas le syndrome de l'objet brillant, crypto, dropshipping, e-com, parce que tu restes dans ton truc qui te plaît, et tu te dis, plutôt que de jumper à droite à gauche sur des business qui marchent déjà, des trucs genre le BABA aujourd'hui, dropshipping, Yomi Denzel et tout, tu te dis, vas-y, et si je testais un truc avec ma niche, avec le truc qui me plaît vraiment, et c'est vrai que si ça marche, après c'est que du kiff, parce que t'as un truc qui marche, et en plus ça te plaît. Et après là, c'est autoroute. Qu'est-ce que tu dirais, imagine quelqu'un là qui nous écoute, et il nous dit, j'ai une passion, plus ou moins comme Simon, enfin pas dans les écoles de commerce, parce que toi c'est vraiment niche pour le coup. C'est vrai. J'ai une passion, je vais essayer de construire un petit truc. C'est quoi le blueprint que tu leur donnerais sur les 3 premiers mois? Les étapes, genre. Je pense, la première étape, c'est de se documenter un maximum. Genre, moi en vrai, je faisais des vidéos sur les concours AST et les écoles, mais je connaissais pas grand chose. Et j'ai vraiment fait cet effort de me dire, en vrai, je sais rien. Ouais, mais t'as passé les concours. J'ai passé les concours, c'est vrai. Au final, j'ai passé, mais quand même, j'avais ce truc de me documenter plus, tu vois, de me renseigner. Genre, je suis pas parti du principe, c'est bon, j'ai passé les concours, je sais. Je me suis dit, vas-y, je vais me documenter. Et vraiment, je pense, si tu veux vraiment lancer un truc sur ta passion, monétiser, je pense, c'est parler aux gens qui ont la même passion, parler aux gens qui partagent le même intérêt, et tu découvres toujours des trucs intéressants. Parler avec les gens. Parce que y a quelqu'un qui va, à un moment donné, tu vas parler avec plusieurs personnes. Je sais pas, mais même de manière juste une conversation, tu vas pas forcément en mode questionnaire, genre qu'est-ce que t'aimerais payer et tout, juste tu parles et tu te rends compte, en fait, tu reprocesses un peu les discussions que t'as eues. Tu dis, mais c'est vrai que lui, il a galéré avec ça, lui, il a galéré avec ça, mais qu'est-ce qui existe pour... Donc vraiment, la genèse, c'est parler avec les gens, parler avec les gens de sa niche. Après, ça peut être des trucs, moi je l'ai pas fait, mais tu vois, aller dans des salons, rejoindre les Discord, les communautés qui sont sur ta passion, ta niche. Et en fait, t'es obligé de choper de la value. Et d'une manière ou d'une autre, il y a toujours un angle d'attaque, même si c'est saturé. Par exemple, le coaching sportif, moi je vois toujours des nouveaux mecs sur Instagram qui font même des trucs genre de la muscu et tout, qui arrivent à percer. Ils font la même chose, ils font les mêmes programmes sportifs, mais juste ils changent le packaging, tu vois, et ça marche. C'est donc la distribution. Pour moi, il y a pas de concurrence. Chacun peut rentrer avec sa DA, son style. Surtout, c'est une histoire personnelle. Moi, je vois en ce moment,
c'est un truc auquel je pense, mais c'est vraiment un truc personnel, tu vois, genre, en gros, j'ai l'hypersensibilité au niveau intestinal. C'est-à-dire que tout ce qui est boisson énergétique, café, etc., parfois je vais le prendre et ça me crée, tu vois, un stress et tu sais, un peu d'inconfort, etc. Et je me suis dit, putain, mais j'en ai marre parce que j'ai envie de prendre mon café, j'ai envie de prendre mon Red Bull et sans avoir le stress après. Et je me suis dit, ce serait dingue, tu vois, d'avoir un truc où tu peux boire ça, après tu prends un espèce de petit shot et ça te calme. Ouais. Et je me suis dit, putain, mais ça ferait une putain d'idée business, qu'en plus j'ai regardé, t'as des millions de personnes en France, même des gars, surtout des gars. Et en fait, mon premier réflexe, je me suis dit, je vais même pas tenter n'importe quoi, je vais aller sur des forums. Et je savais même pas si je ferais le business, tu vois. Mais du coup, là, j'ai passé 4 ou 5 appels avec des personnes. Je vais sur des forums qui ont décrit le même problème, etc. Et ça reflète du coup ce que tu disais, tu vois. C'est juste ça. Tu chopes des insights et après tu t'avises en fonction. Ou même si t'as pas d'insight, genre tu reprends juste ton expérience à toi, comme toi avec le café. Ouais. Genre moi dans les concours, c'est vrai, je me suis dit et je me pose encore la question quand je crée du contenu, genre je me dis en mars il y a 2 ans, qu'est-ce que je faisais? Genre pour créer une offre, un produit, tu te dis avec quoi je galère moi. Avant même de penser au forum et tout, tu te dis ouais, qu'est-ce que moi j'aimerais bien avoir? Et après, tu vois un peu si toi aussi tu penses ça, ah ouais, t'as le même avis que moi. Et là, tu te rends compte, tu dis ah ouais, donc je suis pas le seul à penser ça, je suis pas le seul qui galère sur ce point X. Et en fait, tu te rends compte, il y a d'autres personnes qui galèrent, tu dis en fait, elle est où la solution? Bah, il y a cette solution, ok, elle est comment? Et en fait, tu trouves des angles d'attaque. Il y a 3 trucs pour faire un business, c'est l'opportunité, c'est-à-dire que par exemple en ce moment l'IA c'est tendance, tu vas sur l'IA, t'as eu de l'expérience dedans. Du coup tu le mets à profit et après t'as la passion. Et vraiment la passion, enfin là je l'ai fait dans l'ordre décroissant, mais la passion c'est ce qui est le plus puissant parce qu'en fait si c'est un truc sur lequel t'es prêt à travailler 100 heures et même t'as plus de, tu vois, de ténacité par rapport à ça, tu mettrais une pilule à tout le monde. C'est ça. D'un mec, tu vois, qui a choisi ça parce qu'il a un peu d'expérience dedans, tu vois. Ah mais clairement, mais donc, je suis grave d'accord. Enfin, le plus dur après quand tu parles aux gens, c'est vraiment trouver la passion. Les gens ils disent je sais pas, j'ai pas d'idée. Ouais, mais moi j'ai pas forcément de passion et tout, mais ça peut être un truc. Moi je suis pas passionné, enfin les écoles de commerce ça m'intéresse, je trouve ça grave cool, mais ma passion c'est pas ça, c'est pas les écoles, c'est pas le Taj Mahal, ma passion. C'est quoi ta passion? Ma passion c'est aider les gens, c'est transmettre, et c'est de là d'où tout part. Et peut-être que j'aurais lancé quelque chose d'autre dans une autre niche, tu vois, mais l'idée de base c'était j'aime aider les gens. J'ai galéré dans les concours, le pont il était tout fait. Mais c'était vraiment ma passion, c'était vraiment moi, c'était transmettre, tu vois. Même quand je me souviens à l'époque quand je faisais du street dehors, genre j'avais aidé 2-3 potes, tu vois, à se discipliner, à faire un petit programme et tout, et je kiffais ça, genre je kiffais voir les gens évoluer, s'améliorer, devenir la meilleure version d'eux-mêmes, tu vois, un peu en mode self-improvement. Et c'est vrai que c'est de cette idée là quand même que c'est parti, quoi. C'est parce que je kiffais ça. C'est puissant ce que tu dis, parce qu'il y a tellement d'exemples quand tu m'as dit en fait, mais moi c'est pas les écoles de commerce, c'est aider les gens. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui confondent en fait les deux. C'est le véhicule et ce que tu fais, tu vois, l'activité. Ouais, ouf, c'est vrai ça. Et moi ça me rappelle un exemple, mon frère, je lui dis parce qu'il est dans l'armée de réserve, il a fait Saint-Cyr et tout. Et je lui dis mais putain, mais moi l'armée, je pourrais jamais travailler pour ces politiques, etc. Je dis non, mais en fait moi je m'en fous des politiques. Il dit moi je suis avec 10 mecs, tu vois, on galère ensemble, on vit des expériences hyper fortes. Et il m'a dit, moi, je m'en fous de ce qui se passe en haut. Il dit, moi, c'est l'expérience, tu vois, sur le terrain. Et ça réplique, en fait, ce que toi, tu dis, c'est en mode, c'est le véhicule que tu choisis, tu vois, c'est pas ce que tu fais, exactement, la finalité, c'est quel véhicule, quelle cause, tu vois, c'est le plus important. Franchement, c'est le plus important. Genre, moi, ce qui me drive, c'est pas de parler de Taj Mahal ou d'école de commerce, c'est de me dire, bah, peut-être ça va aider des gens, dans leurs études. C'est quand même important. Parce que moi, j'ai galéré. Et parce que j'ai pas envie, comme toi, avec Better Call Joss, j'ai besoin de quelqu'un qui soit... moi, c'est exactement pareil. Je me dis, j'aurais bien aimé que quelqu'un me donne ces infos. Mec, c'est tellement kiff, tu vois. Au début, toi, tu le faisais presque gratuitement. Moi, je le faisais gratuitement. Et genre, mec, le plaisir... Genre, moi, c'était mon pic de la semaine. Le vendredi, j'avais tous mes Better Call Joss. Et j'étais le plus heureux du monde. Incroyable. Franchement, c'est trop bien de voir les gens. Puis après, en plus, ils te recontactent. Ils disent, merci Simon, grâce à toi, j'ai eu cette école. La dopamine, elle est folle. Bon, tu t'y habitues quand même, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir en vrai. Surtout quand t'as des gens, ils t'envoient des longs messages, ils t'expliquent. Moi, il y avait un mec particulièrement, tu vois, je me souviens, il visait Cage, une école du top 10, et il a fini à HEC. Bon, il est passé par des voies de traverse, mais impressionnant, tu vois. Et il me dit, si t'avais pas donné l'info, j'aurais eu ce syndrome de l'imposteur, je me serais auto-censuré. Mais en vrai, c'est en partie grâce à toi que je suis... Et en vrai, ça, c'est
C'est plus ça. C'est le Et surkiff. ça me fait penser à un sujet parce que forcément dès que tu commences un truc, tu vas avoir pas des haters mais au moins des gens qui vont te dénigrer, surtout au début. Moi je me rappelle d'un pote, tu vois, le premier truc que j'avais commencé, qui m'avait dit mais vas-y arrête de jouer au millionnaire US etc. Et ce même mec là, je le vois que maintenant, tu vois, toutes les semaines il visite un peu mon profil. Et qu'est-ce que t'aurais à dire là-dessus? Comment est-ce que tu gérais toi ça au début? Parce que je me souviens, on avait parlé un peu d'un aspect personnel, vrai, etc. ça. Surtout en école de commerce. Ouais, c'est vrai ça. Moi, par chance, j'ai pas beaucoup de haters. Du moins, au tout début, genre, j'en ai eu. Ça a dû attendre un peu longtemps d'avoir des vrais haters. Mais t'as pas des gens, même, tu sais, des petites remarques un peu chiantes. Si, je me souviens d'un DM en particulier qui m'a vraiment remonté quand j'ai lancé ST Prep. Quand j'ai voulu lancer une plateforme, le mec qui m'avait envoyé un DM, il me dit tu crois vraiment que tes concurrents ils vont te laisser faire? Tu crois quoi? Tu crois que t'as inventé comment dire, la pierre, je sais plus c'est quoi, la pierre chaude. Ouais, tu crois que t'as inventé un nouveau truc ou quoi? Genre les mecs ils vont te tomber dessus, ça m'a vraiment énervé. Moi je lui ai répondu un truc du mec, un truc du style, c'était un peu un truc un peu cringe. Je lui ai dit un truc, mec, on n'est pas, toi et moi on n'a pas la même mentalité, tu vois. J'ai juste dit ça. Et ouais, je pense que ça m'a particulièrement touché. Mais même en école, si, ça me vannait, tu vois, genre le TikToker, tu fais des vidéos, machin. Mais moi ça m'a, franchement, j'ai eu une force par rapport à ça, c'est vraiment, je m'en fous vraiment. Les couilles. Ouais. Mais ça rejoint un peu le syndrome de l'imposteur, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont le syndrome de l'imposteur aussi. Sur les vidéos. Par rapport en fait au regard des autres, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi je m'en souviens, quand je sortais de Berkeley, t'as tous les potes qui vont dans des startups, machin et tout. Toi tu rentres chez les darons. Et tu fais transition Silicon Valley, village de 400 habitants, tu vois. Et les 2 premiers mois, tu vois, je n'osais pas publier sur LinkedIn alors que j'étais obligé pour la boîte, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais de toute façon, mec, tu les vois pas. Genre, là, t'entreprends pas pour toi, t'entreprends pas pour les autres. C'est vrai. Tu le fais pour toi, tu vois. Et à partir du moment, en fait, tu coupes en mode, j'en ai rien à péter de ce que les autres pensent. Parce que de toute façon, ils vont pas m'aider. Et là, mec, c'est tellement libérateur. Et là, C'est réel. Et même moi, parce que là, je fais mon stage dans ma boîte. C'est une prise de risque en école, c'est très bien, parce que t'as l'année de césure où tu fais 2 stages. Quand j'en parlais avec un peu mes camarades de classe et tout, t'en as certains qui me disaient, ah ouais, t'es sûr, c'est risqué, hein. C'est risqué quand même, hein. Ah, du coup, tu vas pas avoir de salaire. Ah ouais. Tu vois, tu voyais l'hésitation dans leur visage. Et je me disais, ah ouais, merde. En vrai, ils ont peut-être un peu raison, mais. Oh, mais mec, le venin. Mais franchement, j'ai jamais laissé trop ça me. Ce qui a vraiment compté pour le coup, c'est mes parents. Je me souviens que quand j'en parlais avec mon père ou ma mère, bon, ma mère, elle m'a beaucoup encouragé. Mon père, il m'a toujours encouragé aussi, mais il était un peu plus sceptique, tu vois. Mais ça comptait, je pense que c'était vraiment le regard des parents pour le coup qui comptait plus que le regard de mes amis, de mes potes. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut affronter ça, et même si c'est tes parents en vrai. Ouais. In fine, même si je vois que si mon père avait vraiment bloqué, bah j'aurais dit, bah papa, en vrai, c'est gentil, mais c'est ma vie. Comme tu dis, c'est moi en fait. Et je pense que c'est vrai que ça peut être galère pour certains entrepreneurs, surtout quand t'es jeune, tu vois, d'avoir des parents un peu ah ouais, mais les études quand même, c'est important. Mais d'où l'intérêt, encore une fois, d'échanger avec le max de personnes possible pour se trouver sa clique le plus rapidement. Parce que ça, justement, c'est ton pare-buffle, tu vois. Clairement. Ah ben, si t'es avec des gens, il faut s'entourer avec des gens qui sont pareils que toi. Ouais. C'est réel de fou. Mais c'est vraiment genre... ouais, à un moment donné, il faut juste se dire comme toi, genre, c'est ta vie, genre. C'est toi, t'es player one dans ta vie, genre. Rien à foutre. Les gens, ils vont on l'a vu dans plein de projets. Toi, tu l'as vu, c'est au début, ces mêmes gens. Moi, j'avais vu pour un TEDx à Schema, du coup, que j'ai organisé, qui disait, mais mec, mais TEDx, mais jamais, mais vous rêvez ou quoi, et tout. Ces mêmes mecs sont venus, ouais, est-ce qu'on peut participer à l'event, avoir des t-shirts et tout. Et c'est là où, tu vois, j'ai compris le truc, genre, au début, ils te critiquent, après, ils disent, ouais, c'est stylé, comment t'as fait, après, ils diront, je savais que t'allais réussir, tu vois. Ouais, c'est réel. C'est l'exemple parfait. Moi, j'ai pas trop d'exemples de ça, mais il doit en avoir. Mais après, moi, je suis vraiment, genre, les mecs, je les next, genre, quand ils commencent à parler, genre, moi, rien à foutre. Je suis hyper optimiste, moi. Genre, moi, quand il y a de la négativité, je la coupe. Genre, j'y pense même pas. Je retiens rarement le négatif des gens, à part s'ils font vraiment des dingueries. Ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc, si t'as pas cette force-là, faut très vite être rationnel et se dire, comme toi, genre, ouais, c'est des bouffons, genre, mais genre, next, quoi, tu vois, genre, en mode, ils étaient là, ils ont goûté, mais vas-y, je vais leur montrer, genre, et puis, bah, mais à la limite, ça s'arrête là, genre, c'est juste, après, il y en a vraiment, tu sais, c'est un truc, genre, vengeur, en mode, ouais, je vais leur prouver à tout le monde. Ça peut être un driver aussi. Ça peut être très puissant. Ça peut être très très puissant d'ailleurs. Mais faut pas se laisser, faut faire attention de pas se laisser, je pense, engouffrer là-dedans. Et moi, c'était un de mes drivers d'ailleurs, ce truc-là. Genre, j'avais tellement la haine de mes concurrents, surtout avec les coups de crasse qu'ils m'avaient fait. C'est même ça qui nous animait avec mon associé.
c'était vraiment de se dire on peut pas laisser ces mecs à la tête du marché. Et genre ça nous a drivé, ça nous drive, continue de nous driver, mais c'était vraiment le truc qui nous a fait tenir longtemps. Juste de penser, quand on se relâchait un peu, de se dire putain, c'est ces mecs là qui raflent tout. En plus t'as vu comme ils sont, ça nous mettait vraiment, ça nous faisait serrer le poing et on envoyait des sessions de travail, genre mais faut pas sous-estimer, genre c'est un truc qui est pas hyper parlé je trouve dans les podcasts, c'est que t'as des énergies un peu négatives. C'est pas que négatif, genre la colère, la haine, la rancœur. Ouais, c'est pas bien, c'est moche. Par contre, pour un business, bah, faut dire que, en vrai, moi, je peux te dire que si jamais demain, il y a un concurrent qui arrive, bon, je vais pas essayer de le saboter comme le font mes concurrents, tu vois. Mais je sais que ça va la concurrence, le truc de me dire, ok, là, ça va me driver de ouf, tu vois. Et je pense que chacun doit être, faut pas avoir peur d'être drivé par des émotions négatives forcément, genre ça peut vraiment être bien. Dans la vraie vie de tous les jours, tu vas avoir les comment t'appelles ça, les énergies positives qui vont te driver, tu vois, dans les bons jours en mode vas-y, je vais conquérir, je vais aller mettre mon idée, et dans les jours de down, tu vois, de justement en fait c'est un peu encore une fois ton pare-buse de dire bah là vas-y, j'ai le seum, mais je vais pas laisser ma place, tu vois, parce que bah ils ont essayé de m'abattre ou quoi que ce soit. Ouais, le seum, même c'est dans la vie puissant. de tous les jours d'un entrepreneur, tout est pas rose, surtout dans la vie d'un entrepreneur, j'ai envie de te dire. Et c'est de savoir naviguer entre tout, tu vois. T'auras pas les mêmes outputs, t'auras pas les mêmes inputs dans les deux cas. Faut juste trouver, c'est ça. Faut pas se laisser engouffrer trop. Mais c'est très puissant quand même le négatif. Enfin, par rapport au positif, ça t'aide, tu vois, genre des bonnes journées. Le mec est nourri à la haine. Ah ouais, mais vraiment, mais en vrai pas trop. Mais je peux pas mentir aux gens en disant que tout est, comme tu dis, que tout était rose, que tout se passait bien. Ouais. Je pense que la haine m'a beaucoup drivé quand même dans ce business-là. Il faut pas mentir aux gens. Justement, ça me fait penser, là, tu parles de la haine, tu parles un peu au début, t'as testé, etc. Moi, ce que je retiens, surtout dans ton business, c'est que t'as réussi à trouver ton angle unique dans ton marché, par rapport à toi, ta personne. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que t'as à dire, à partager là-dessus? Je pense, au début, pour lancer mon business, j'avais la voie facile. Mais comme, encore une fois, on en revient au début, c'est qu'est-ce que tu veux. Moi, je veux aider les gens, tu vois, à la base. Et je me dis... ça, comment tu l'as trouvé? Est-ce que ça a été, tu t'es réveillé un matin et tu t'es Ouais, dit... je pense, non, je sais pas, depuis petit, genre, en fait, je pense que si on creuse vraiment, genre, dans la psychanalyse, je trouve que les gens expliquent mal. Et genre, moi, j'aime bien expliquer mieux, tu vois. Genre, des fois, par exemple, on m'explique moi, je suis nul en maths, tu vois. Ouais. Des gens m'expliquent les maths, je comprends rien. Et genre, moi, dès que je comprends un petit truc, je me dis, ah putain, j'ai compris, donc je veux expliquer aux gens pour mieux comprendre, tu vois. Je pense tout part de là, en mode. Je trouve qu'il y a des gens, ils expliquent trop mal, et genre, moi, je me dis, vas-y, attends, je vais te montrer comment on explique, tu vois. Je pense que ça part de là. Mais pour le choix facile, c'était quoi? C'était, fais une prépa comme eux. C'est un business model qui marche. Franchement, t'as juste à les copier, juste tu mets ton branding, Simon ST, machin, etc. Mais je me dis, en vrai, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Charger des mecs, charger cher encore, c'est pas un problème. Enfin, pour moi, si l'offre suit, ok. Mais est-ce que tu veux charger aussi cher pour la même offre qu'eux? Je me dis, c'est pas un problème. Donc, je me suis dit, ok, est-ce qu'on fait un truc cher et on change. Donc, ça, c'était une idée. Mais l'autre idée, c'était de se dire, mais en fait, on peut faire. Moi, j'ai toujours été un gros flemmard. Un gros flemmard. Et moi, je voulais quand même entreprendre, mais pas non plus me griller. Genre, moi, je fais très attention à mon équipe de vie. Genre, bien dormir la nuit, 8-9 heures, faire du sport, voir mes amis. Genre, je fais quand même gaffe. Et je me disais, mais réfléchis un peu. Genre, ce business-là, si tu te mets à leur place, ça va être toi, tu vas avoir un truc en physique, tu vas devenir comme eux. Je prends l'exemple sur mes concurrents, encore une fois. Tu vas devoir donner les cours à ta place, tu vas devoir prendre des calls. La flemme. Du coup, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on ferait pas un truc plus simple? Genre une plateforme, tu vois, un truc décentralisé. Genre c'est juste une plateforme, on bosse au début puis après elle peut tourner toute seule. Et d'ailleurs c'est le cas, elle tourne toute seule aujourd'hui. Donc c'était vraiment la flemme. Et encore une fois après, c'était pour l'idée, c'était de se dire, je pense que la plus grosse idée c'était le Discord, encore une fois. Et je me suis rendu compte à quel point c'était fort la communauté. Et je me suis dit, ok, il me faut une plateforme qui fasse aussi communauté. Parce que moi du coup ST Prep aujourd'hui c'est une plateforme e-learning et une communauté privée. Et donc je me suis dit, ok, comment la communauté c'est hyper puissant. Comment est-ce que je la transforme en une offre qui soit meilleure? On va faire une communauté avec une plateforme e-learning, avec ce que font les prépas, mais en plus actuel, en mieux, en plus optimisé. Et en fait, on a repris ce qui marchait. On a repris ce qui marchait des prépas et je l'ai ajusté à l'angle communautaire. Ouais. Franchement, je sais pas comment t'expliquer autrement. Genre, c'était vraiment ça le truc. Tu l'as mis au goût du jour, quoi. Voilà, ce qu'ils auraient dû faire depuis bien longtemps. Ce qu'ils auraient dû faire, incompréhensible de pourquoi ils ont pas fait ça. Parce que là, c'est trop tard.
c'est trop tard pour eux, parce que là, maintenant, je suis De là. toute façon, ça reflète un peu d'autres business, donc en fait, tu deviens tellement gros sur un marché que ton risque d'innovation, tu vois, il est inversé. C'est-à-dire que t'as peur justement de perdre tes... Alors que quand t'es petit, entre guillemets, tu vois, tes lignes, tu peux tester à droite, à gauche. Ouais, c'est ça. Et Théo Lyon, tu vois, il parlait du blitzkrieg entrepreneurial, tu vois. Dans le sens où, pour faire tomber les gros, t'arrives avec, tu vas dans leur flanc, en l'occurrence là, pas de présence sur un petit détail, tu vois, pas de présence sur les réseaux, aspect communautaire bâclé, et t'appuies, tu vois, dans la plaie, et ça marche trop bien. Et surtout, en plus, à l'ère d'aujourd'hui, depuis le début, ça me fait penser, tu sais, aux élections américaines qu'il y a eu, là. T'avais d'un côté, tu sais, traditionnel, en mode non, on va sur les médias traditionnels, etc. Et qu'on l'aime ou pas, tu vois, t'as eu Trump qui a décidé, non, enfin, son fils qui lui a dit, je vais sur les podcasts, donc les Joe Rogan, les Theo Von, etc. Et le mec, au final, il a gagné. Il a eu la vision. Sur la fin de l'élection, il a gagné cette élection comme ça, tu vois. C'est vrai. Aller chercher des millions de. C'est vrai. Hein. Et toi, c'est pareil, tu vas chercher là où les jeunes, en fait, sont. Les réseaux, ils veulent une communauté aussi, ils ont pas forcément la thune. Et moi, j'ai une question, voir un peu, comment est-ce que toi, t'as développé le produit? C'est quoi ta philosophie par rapport à ça? C'est quoi les étapes importantes qu'il y a eu? En vrai, le plus dur, je pense, au début, donc on avait l'offre, tu vois. On s'est dit, ok, on veut une communauté, on veut une plateforme où les gens, en fait, on s'est dit, les plateformes, c'est mal fait dans le milieu. On va faire une plateforme mieux que tous les autres concurrents. C'était vraiment ça l'idée de base. On n'a rien inventé. Hein. On a vu ce qui se passait côté US aussi. Plateforme, tu vois, eux là-bas, ils ont le GMAT. Et on a vu que là-bas, c'était quasiment que des plateformes. Donc, en fait, tout s'est emboîté d'un coup, tu vois. On s'est dit, ok, bah, en fait, c'est juste logique qu'on fasse une plateforme. On va juste copier ce que font les Américains. Et donc, dans la conception du produit, après, franchement, on n'a rien inventé. La force de proposition, c'est surtout Grégoire. Parce que lui, c'est le crack du Taj Mahal, tu vois. Et donc, c'est lui qui connaissait tous les exercices par cœur, qui connaissait tous les cours par cœur. Donc là, ça a déroulé. Et après, c'était vraiment, dans le développement du produit, c'était être en constante recherche de feedback. Tu as toutes les étapes. Donc, demander au fur et à mesure, genre vraiment, on voulait aller dans la bonne direction. Et faire un truc simple, tu vois. Un canal, c'est ce que dit Hormozy, tu vois. Un canal, une offre et une... c'est quoi, c'est un canal, une offre et une cible. Et une cible. Vraiment, on n'a pas fait compliqué. Un abonnement unique, une plateforme, deux fonctionnalités, communauté et plateforme. C'est tout. Genre, on a vraiment simplifié au mieux le process et toujours rechercher le feedback de ok, est-ce qu'on fait les choses bien? Est-ce qu'on avance dans la bonne direction? Genre, tout le temps se remettre en question. Je pense que c'est un process hyper important quand tu fais un produit qui est sous-estimé. Les gens ont trop d'ego. Encore une fois, c'est un ego, c'est un vrai problème dans l'entrepreneuriat, je pense, pour certains. Se remettre en question constamment. Surtout, je fais une petite pause par rapport à l'ego, parce que l'ego, en fait, pour qu'un business réussisse, tu dois régler d'abord tes problèmes que tu as sur l'offre existante avant d'aller saisir les opportunités. Oui. Alors qu'en fait, tu vois, les entrepreneurs, ils font plus l'inverse, c'est-à-dire qu'ils se disent « Oh putain, le problème, faire les trucs chiants du business, la flemme ». Par contre, ça a l'air sexy, tiens, je peux rajouter une nouvelle offre, je peux rajouter un nouveau produit. Mais en fait, si tu scales les deux, comme disait encore une fois Hormozy, tu vas aussi scaler tes problèmes, en fait, tu vas complètement exploser. Mais c'est exactement ça. Et si tu veux que ta vision que tu as de ton business voit le jour, un jour, tu dois justement commencer par le plus lean possible et régler tes problèmes. Tu vois. Ouais, donc franchement, on a fait simple. On connaissait bien la niche. Grégoire et moi, on était des experts dans le milieu. On s'est dit, les plateformes, c'est fait aux US. En France, c'est mal fait. Vraiment, on est parti de là. Je trouve le plus simple, c'est vraiment un truc simple à faire, actionnable, c'est s'inspirer de ce qu'il fait aux US, en vrai. Ouais. Franchement, là, tu t'inventes rien. On n'a rien inventé. Surtout dans tout ce qui est e-learning. Ouais, vraiment. Franchement, on s'est pas compliqué la vie. Tout le temps se remettre en question dans l'offre. Un truc qu'on a vraiment galéré pour le coup, c'est le pricing. Peut-être aussi de syndrome de l'imposteur qui est revenu. Comment est-ce que tu gérais du coup le pricing, pareil, feedback, intuition. On a pris exemple sur comment ça se passait côté de GMAT, encore une fois. Ouais. On s'est dit combien de temps a besoin une personne pour se préparer. Le copycat. Le copycat. Après, tu peux pas tout copier. Non, mais encore une fois, moi je vois dans la vallée, les mecs nous disaient de toute façon, les meilleurs business qui fonctionnent, c'est des copycats. Google est un copycat, Apple est un énorme copycat. Oui. Mais Leclerc, copycat de... il y a des trucs, c'est... Mais ouais, franchement, faut pas faire compliqué. Copier, genre, tu copies dans la mesure du possible, tu vois, là on copie la forme. Bon, le GMAT, peut pas le copier, c'est de l'anglais, c'est d'autres tests. Mais ouais, inspirez-vous de ce qui marche déjà. Pourquoi vous vous emmerdez à vouloir... C'est vrai qu'il y a un syndrome, beaucoup d'entrepreneurs, je pense, c'est vouloir à tout prix. Tu peux disrupter, mais t'es pas obligé de faire un... Les gens pensent que disrupter ou faire un business, c'est la pensée unique. Mais alors, il y a très peu de gens qui ont eu des pensées uniques, et même les Steve Jobs,
enfin même des pensées uniques, c'est des mecs, tu vois, comme Stephen Hawking, c'est des mecs comme, enfin des scientifiques, et encore il y en a très peu, hein, des Einstein, etc. Mais avant d'avoir la pensée unique, en fait, tout est un copycat de plus ou moins tout, tu vois. Bah ouais, moi genre un livre qui m'a beaucoup aidé, c'est Blue Ocean. Ouais. C'est quoi, c'est Blue Ocean, Red Ocean? Je crois que c'est juste Blue Ocean le titre. Blue Ocean Strategy, je crois. Blue Ocean Strategy. Genre, il m'a vraiment inspiré ce livre parce que j'étais encore dans le process de me dire, ok, je fais une prépa chère ou pas. Et je me suis dit, en vrai, utilise tes points forts à toi. Genre, utilise tes points forts à toi. Genre, te focus pas sur ce que eux font déjà. Quelles sont tes forces et appuie dessus. Et ça m'a vraiment aidé pour le coup à faire la décision. Et dans le pricing, ouais, on a sondé un peu les gens aussi. On leur a dit, vous êtes prêts à combien à payer si vous avez ça. On a comparé. Il y avait quand même quelques plateformes qui étaient sur le marché. On a comparé notre pricing avec ce qu'on offrait, etc. C'était long, mais on a quand même cadré assez vite quand même la fourchette de prix. Maintenant, à un moment donné, je pense qu'il faut juste tu dire, ok, je pars avec ce pricing. Il faut tester, de toute façon, c'est des itérations, tu testes sur des batchs. Et je voulais revenir sur Blue Ocean Strategy, parce que toi, pour du coup, t'es arrivé sur un marché hyper saturé. Et ça revient au tout début, ce qu'on disait, tu vois, le syndrome de l'imposteur. T'as plein de gens qui se disent, non, mais mon marché, il est saturé. Mais en fait, le marché, il y a aucun marché qui est saturé. Si t'arrives à créer ta niche à toi, en fait, le marché, il est pas du tout saturé, tu vois. Il est saturé. Enfin, il y a du monde, mais ça veut pas dire saturé, tu vois. Alors que parfois, t'as des petits marchés où il y a pas beaucoup de personnes, mais bonne chance pour te faire une place. Et surtout à l'ère des réseaux, quand tu prends la force du personal branding. Genre, toi et moi, on est des personnes différentes. Et si peut-être on avait attaqué le marché du Taj Mahal, genre vraiment vénère, on aurait eu des angles différents. Mais t'aurais forcément eu des gens qui seraient attachés à ta personnalité, des gens qui m'auraient détesté, et l'inverse, tu vois. Et toi, t'as d'autres critères. T'as moi, par exemple, j'ai fait l'AST, mais c'était il y a 5 ans. Ouais. Et du coup, ça peut-être plus position ancien mentor, genre t'aurais appuyé sur d'autres angles. Et moi, c'est pas forcément une passion. Toi, c'est une passion. Ouais. Moi, tu vois, je devrais galérer un peu plus pour toi avoir les mêmes résultats que toi. Enfin, t'as tellement de critères qui peuvent rentrer. C'est ça, mais ça t'aurait pas. Si genre même si ça t'aurait pas empêché de te lancer, de te dire il y a déjà Simon machin, dis bah en fait il faut partir de se dire bah j'ai ma personnalité que genre les autres n'ont pas. Le faire, tiens d'ailleurs. De quoi? Je vais peut-être le faire, tiens. Mais ah ouais vas-y on t'attend au tournant. Fais attention je. Mais oui. Mais enfin moi genre enfin j'ai pas peur contrairement à mes concurrents qui sont effrayés de voir des nouveaux entrants. En plus c'est marrant parce que leur réflexe à eux c'est ok t'as un nouvel entrant, on va le dégommer tu vois. C'est pas de se demander pourquoi lui marche, pourquoi nous on marche peut-être un peu moins. Pourquoi est-ce que son offre est meilleure? Qu'est-ce qu'on peut tirer? Genre ils sont vraiment ils sont matrixés. Ils sont matrixés. Et surtout en ce moment sur LinkedIn, je vois pas mal de posts en mode ouais, on m'a copié, etc. Et c'est là je vois où le mindset entrepreneurial en français, il est pas du tout plugué de la bonne façon. C'est en mode mais frérot, en fait si on te copie, arrête de te focus en bas et de te dire ok ils nous ont copié. Qu'est-ce qui marche chez nous? Vas-y, tiens, bon, on va double down sur la distribution. Dans la vallée, encore une fois, genre des ingénieurs qui ont développé une tech dans une entreprise, le lendemain, ils peuvent être en face. Et c'est justement, tu vois, qui crée des monstres. Ouais. Encore une fois, tu vois, en France, on est dans le cocooning, oh, bah, je fais un peu de milliers d'euros, etc. Mais non, mec. Non, t'as des gens qui arrivent dans ton secteur. Ah, c'est ça. Genre, toi, tu fais pareil qu'eux, t'arrives en mode, ok, bah, je vais les enterrer, tu vois. C'est ça, voilà. Tout simplement. Ouais, exactement, ouais. Puis, il y a pas forcément d'animosité. Même s'il y en avait au début, je crois même à se détacher, faut se détacher à un moment de l'animosité, de la concurrence. Mais juste à un moment, comme tu dis, genre, c'est quoi tes forces? Appuie dessus, genre. C'est ça, c'est que si tu doutes de la concurrence, est-ce que, au fond, t'es vraiment confiant ou t'as vraiment un bon produit, voilà. Tu vois. Et c'est vrai que tu vois avec les prépas actuels qui sont pas confiance en eux. Mais même eux, ils le sentent, tu vois, que ça. C'est normal, eux, ça fait des années qu'ils sont là, c'est un peu comme les Google, là, il y a pas très longtemps. Google, ils ont fait 0 innovation pendant je sais pas combien d'années, enfin, de grandes innovations. Là, t'as eu l'IA qui est arrivé, ils sont pris un énorme procès, et bizarrement, tu vois, t'as le produit qui s'améliore rapidement. C'est ça, hein. Mais non, mais t'as grave raison. Est-ce que t'as déjà pensé à abandonner, et comment t'as géré ça, Simon? En vrai, la question, ça devrait être combien de fois t'as pensé à abandonner? Est-ce que j'ai déjà pensé à abandonner? En vrai, peut-être, ouais. Peut-être 1 ou 2 fois, tu vois, genre. Je suis pas quelqu'un. En vrai, je suis assez résilient et je suis assez drivé. Donc, j'abandonne pas facilement si j'abandonne. J'y ai pensé comment j'ai géré ça. En fait, c'est juste à un moment donné, tu regardes et tu te dis. Je sais pas, moi, je suis vachement dans le self-improvement. Ouais. Je suis vachement dur avec moi-même, tu vois. Et quand je veux abandonner, je me dis. C'est tout, Simon, genre, c'est tout ce que t'as dans le ventre, tu vois, c'est un peu genre. Surtout que là, en plus, t'as déjà fait tout ça et tu veux dire, tu vas abandonner. Exactement, à un moment donné, c'est juste que c'est vrai que, à un moment donné, il y a un cercle vertueux qui se met en place. T'as fait tellement ce chemin-là,
tu peux pas abandonner parce que ce serait cracher sur la personne que t'étais il y a quelques mois. Donc heureusement, moi, les pensées d'abandon, tu vois, ça a mis beaucoup de temps avant de venir. C'est venu, hein. Je suis pas un robot. C'est venu. Mais c'était déjà à un moment où j'étais assez phare dans mon process, suffisamment pour que je me dise, bah, en fait, là, si j'abandonne, c'est débile parce que tout reste à faire. Donc, en fait, rationnellement, j'arrive quand même à me dire, ouais, bah, tu veux abandonner, ok, mais c'est quoi les autres options? En fait, tu te poses avec toi-même, tu te dis, bah, quoi, je vais trouver un job, je vais faire un CDI, ce que ça me plaît vraiment. C'est important, tu vois, si, là, pour les auditeurs, c'est moi, j'ai eu le cas perso, tu vois, par exemple, c'est, si t'as des pensées d'abandon, en fait, c'est de se dire, ok, peut-être t'as vraiment envie, parce que moi, enfin, est-ce que c'est un abandon vraiment? Mais tu vois, par exemple, j'avais un bon deal, une promesse de 40% d'un business à 6-7 chiffres par an. Et en fait, au fond de moi, tu vois, je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Mais avant d'abandonner et juste m'abandonner à cette pensée, je me suis dit, ok, mais si t'abandonnes, tu vas faire quoi, tu vois? Bon, du coup, aujourd'hui, on est là. c'est ça. Mais au moins, tu vois, je me suis dit, ok, j'abandonne, mais parce que j'ai envie d'aller là-bas. Voilà. Tu vois. Mais je trouve que c'est hyper courageux, ce que t'as fait. Et il y a très peu de gens qui auraient eu ce courage, enfin, que le courage que toi t'as eu. Et c'est d'autant vrai dans l'industrie des écoles, tu vois. Quand les gens ils disent, ouais, je vais entreprendre après avoir fait 3-4 ans en finance et tout. Est-ce qu'ils vont avoir le courage de se dire, est-ce que c'est vraiment, tu vois, ils vont se dire, que t'as un certain train de vie, faut que tu le payes ton train de vie, faut que tu repartes de zéro. Non, franchement, c'est hyper courageux. Et pour moi, c'est exactement la pensée à avoir. C'est de se dire, bah, genre vraiment, ça part sur une grosse introspection, tu vois, qu'il faut avoir. C'est clair, ça, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est l'épisode nécessaire. Justement, en parlant de faire, qu'est-ce que toi tu referais différemment si c'était tu repartirais de zéro? Qu'est-ce que je ferais différemment? Je pense que je me serais lancé plus tôt. Ok. Vraiment, ça m'a. Après, moi, je suis assez en mode. Je me dis, c'est les étapes de la vie, tu vois. C'est des gens qui disent, j'ai pas de regrets parce que c'est ce que j'ai fait qui m'a forgé. Bref, voilà. Mais je pense que je me serais lancé plus tôt parce qu'il y a quand même ce truc pour moi, syndrome de l'imposteur qui n'avait pas raison d'être. Je pense que j'aurais essayé de faire la même chose, mais plus tôt, tout simplement. En enlevant les parasites, les syndromes de l'imposteur, la peur de la concurrence, des trucs qui finalement n'existent que dans ton imaginaire. Mais là, maintenant, ça aurait été impossible de faire différemment, tu vois. Mais, juste, si je m'étais vu, tu vois, je me serais dit, mais, frère, en vrai, tu flippes pour rien, frérot, genre, lance-toi, maintenant, genre, gagne du temps. Gagne du temps parce que le plus tôt tu te lances, le mieux c'est. Plus tôt tu te vautres, plus tôt tu te casses la gueule, le plus tôt tu te prends des critiques, le plus tu vas prendre. Donc au final les critiques c'est rien et que justement ça te permet d'améliorer. Comme tu disais au début du podcast, le plus tôt possible se confronter au marché. Le plus tôt possible. Ça je pense que c'est même pour des entrepreneurs confirmés ou même des entrepreneurs au début, c'est un sujet que je voulais aborder avec toi. C'est ok l'idée, très bien, t'as beau avoir l'idée la plus révolutionnaire, mais une idée sans exécution, en fait, c'est même pas une idée, c'est juste. C'est du fantasme. C'est du fantasme. Et à quelle place, enfin, où tu mets l'exécution, toi, dans ton business? C'est quoi le. Moi, l'exécution, c'est juste un petit détail. Même un entrepreneur qui a déjà eu un business, qui veut en relancer un. En fait, c'est pareil, c'est au début, tu dois mettre la même énergie dans l'exécution pour transformer cette idée en réalité, quoi. C'est ça. Genre, moi, c'est vraiment 80% action, 20% réflexion. Genre, vraiment, par exemple, mes vidéos. Il suffit que j'ai une ébauche d'un sujet, je me pose même plus la question, genre j'en suis arrivé à un stade, ce qui n'était pas le cas au début, est-ce que le sujet va plaire ou quoi? Je me dis il me faut une vidéo par jour, j'envoie la sauce, j'envoie la vidéo, même si des fois je suis pas hyper satisfait de ce que je dis, ok mais ça fait quand même une vidéo, c'est quand même des vues, c'est quand même des abonnés, ça fait quand même de l'engagement. Donc vraiment moi, l'exécution c'est primordial, genre vraiment parce que moi je suis vraiment quelqu'un qui pense beaucoup à la base, je réfléchis beaucoup, machin, je suis quelqu'un de cérébral, tu vois. Et ça m'a fait un bien fou de que toutes ces pensées, d'arrêter de penser à comment je vais faire et juste faire, genre just do it. Ça m'a grave aidé. Et alors, je saurais pas te dire comment. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le sport. Ne serait-ce que par exemple, je sais pas moi, tu te lèves le matin, tu sors de ton lit, tu vas courir 20 bornes. Je pense que le sport m'a beaucoup aidé dans cette prise de décision rapide, d'action, tu vois. De se dire, moi je suis vachement matrixé par les militaires, etc. Donc discipline, c'est genre vraiment les commandos marines, les trucs, les mecs qui agissent avec le mental, ça me fascinait, tu vois. Et en fait, je l'ai juste appliqué, j'ai appliqué cette discipline au sport, au business.
du fait bah t'as pas envie de courir, bah en fait arrête de penser à comment tu vas courir, ça va être de la merde, va juste courir, tu vois. Pareil pour le business, genre pour la vidéo, bah ok, bah t'as cette idée, ok, bah viens on la teste, tu vois, genre on se pose avec Grégoire, mon associé, il est aussi dans ce truc là, on a vraiment cut tout ça et on s'est juste dit bah combien de temps on va perdre à réfléchir et combien de temps on va gagner à tester, tirer des conclusions et itérer, tu vois. Ouais. Et en fait, tu poses le truc et il suffit que tu testes 2-3 trucs et que tu dis, bah en fait, c'est pas si mal qu'on ait lancé, même si c'était un peu bâclé, comme un MVP, tu vois. Et en fait, tu te dis, bah en fait, c'est con, genre, c'est pour ça, d'où je te dis de se lancer plus tôt. Enfin, le plus tôt, genre, le plus tôt le mieux, quoi. Plutôt le mieux. Et il y a 80%, c'est vrai que les gens, ils sont parasités par plein d'infos, par plein de bullshit qui les empêchent de se lancer, alors qu'ils feraient ils lanceraient quelque chose genre de 20% moins abouti, même 50% moins abouti, qui aurait les mêmes résultats. Plus d'énergie. Il y aurait le même résultat in fine, tu vois. Ouais, mais c'est clair, hein, si on n'apprend pas à nager en lisant des livres, et moi je l'ai vu encore une fois, parce que bah, en 2024, encore une fois, entre 400 et 500 entrepreneurs, soit accompagnés, soit avec qui j'ai échangé, et les mecs qui étaient le plus avancés, qui avaient le business le plus abouti, etc., c'est les mecs qui étaient le moins informés justement sur le business. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs ils se sont dit, j'ai une idée, je vois un truc, et c'est vraiment, tu vois, limite, ok, j'ai une direction dans laquelle je veux aller, mais j'y vais vraiment au jour le jour, tu vois. Et c'est limite les mecs, tu vois, que j'ai envie de te dire, qui étaient presque innocents, naïfs. S'ils arrivent, ils se disent, ah putain, ouais, bah, création de contenu, setting, je sais pas trop ce que c'est, etc. Alors que t'avais des mecs 90% moins avancés qui connaissaient tous les stratégies, toutes les hacks, tous les créateurs de contenu. Et en fait, ils ont rien entre les mains, tu vois. C'est trop réel, ça me fait penser à un pote, qui s'appelle Amel. Peut-être qu'il regardera ce podcast. Le mec, il connaît plein de trucs, genre il est hyper smart. Il a regardé toutes les vidéos d'Hormozy, il connaît par cœur l'entrepreneuriat. Et c'est même un mec qui m'a conseillé, tu vois, au lancement d'AST Prep. Il m'a vraiment bien conseillé, il me donnait des trucs, genre même moi, j'ai lu 2-3 livres, tu vois, j'ai lu Blue Ocean, j'ai lu Russell Brunson. Il faut, ouais. J'ai lu la base, tu vois, j'ai lu quand même, j'avais un peu de théorie. Mais c'est lui qui m'apprenait des trucs. Mais au final, genre c'est pas un tacle ou quoi, mais lui aujourd'hui il veut se lancer et c'est très bien. Mais c'est un mec qui, s'il avait mis cette énergie à penser, il avait mis la même chose dans l'exécution, mais ce mec-là, il serait multimillionnaire aujourd'hui, là. Et alors que moi, c'était l'inverse. Genre, j'avais pas toute la data qu'il avait sur l'entrepreneuriat, sur le pricing, l'offre, la concurrence et tout. Mais juste moi, contrairement à lui, j'ai exécuté. Et je suis beaucoup moins intelligent que lui, je pense. Pourtant, moi, j'ai exécuté. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres entrepreneurs. Je vois des mecs dans mon milieu, tu vois, dans les écoles de commerce, ils se lançaient, ils feraient un carnage. Par contre, ils sont, je pense, trop intelligents, trop dans la réflexion. Et malheureusement, c'est pour ça qu'ils feront pas de... T'as tellement de questions là-dessus, tu vois, c'est une question d'ego, c'est une question aussi de projet. C'est-à-dire qu'en fait, si ton projet, tu l'aimes vraiment, c'est vraiment, tu vois, ça vient vraiment d'une introspection. Ça brûle, ouais, ça brûle, faut le faire. Ouais. Mec, tu te sens limite gêné, tu vois, de pas travailler dessus. C'est ça. Donc, ouais, t'as tellement de sujets là-dessous, c'est assez insane. Est-ce que là, toi, t'as un sujet qu'on n'a pas abordé, que t'aimerais aborder par rapport à ST ou ton parcours en général? Ouais, peut-être. Moi, j'ai cette réflexion assez souvent, tu vois, notamment mentalité US. Je m'inspire beaucoup d'eux. Tu sais, de la hustle lifestyle, genre travailler 12 heures par jour. Tu te réveilles, tu sors de ton lit, tu bosses sur la tâche la plus dure. Enfin, vraiment le truc hustle, tu vois. Et moi, j'ai du mal. Enfin, moi, je me sens un peu coupable des fois parce que je bosse quand même beaucoup sur ST Prep. Mais tu vois, ça va être des journées de 6-7 heures où j'essaie de deep work, tu vois. Mais je me dis, je compare à chaque fois, je me dis, putain, il y a des mecs qui bossent 12 heures par jour. Et je me sens un peu coupable. Et je voulais peut-être te parler du lifestyle de l'entrepreneur, comme il est représenté. Et pour moi, il peut être sous différentes formes, tu vois. Peut-être, moi, je me lance depuis, tu vois, ça fait 6 mois que je me suis lancé, je suis pas un entrepreneur accompli. Ouais, mais justement, t'as eu le temps de quand même de tester, etc. Toi, c'est quoi ton lifestyle ou c'est quoi ton take là-dessus? Moi, dans mon pari actuel, sur les 10 prochaines années, j'ai vraiment envie de plus mettre en avant ce lifestyle équilibré, tu vois. C'est-à-dire, moi, tous les matins, enfin 5 jours par semaine, je fais mon sport le matin, je me lève, je dors 9 heures par nuit, genre je me couche à 22h30, genre avant j'étais coupable de dormir autant, maintenant je dors 9 heures, genre c'est hyper important. Je mange bien le midi, et genre j'arrête j'ai pas du tout, j'ai essayé, mais j'arrive pas à accrocher avec ce truc de se coucher tard, se lever tôt. Même quand j'étais pendant mon stage et que j'ai lancé ST Prep, genre tu vois, par exemple, je me levais à 6 heures, et j'allais au taf, genre je bossais de 7 à 9 sur ST Prep, je bossais de 9 à 17 à Carrefour, et de 17 à 19 je rebossais sur ST Prep. Bah même comme ça faisait des grosses journées, mais c'était pas au point de dormir 5 heures par nuit, commander des Uber Eats, arrêter le sport pour me concentrer sur le hustle. Et j'ai toujours gardé cette volonté d'avoir un équilibre de vie, de garder ma santé,
d'avoir un bon rythme de vie, tu vois. Et je sais pas, je pense que alors moi j'ai pas de prétention, mais tu vois, je pense que on devrait plus mettre en avant ça. Le hustle, ouais, le monk mode, machin, tu bosses 12 heures par jour, ça peut être bien, mais pour moi, si tu veux tenir sur le long terme, moi c'est le pari que je me fais, et je me dis genre prends soin de toi quand même, genre. T'es la machine dans l'entrepreneuriat, c'est toi la machine, c'est toi le corps. Il faut être, surtout si vous êtes des personnes très exigeantes avec vous-même, c'est d'autant plus important de se forcer à garder cet équilibre, de garder les trucs qui sont importants pour vous. Je sais pas moi, la lecture, le sport, les trucs comme ça, et de les conserver. Parce que moi, en fait, à chaque fois, je me dis, ok, bah vas-y, grille-toi toute la semaine. Mais en fait, là, frérot, là, on est parti pour 10 ans là. Genre Simon, là, t'es parti pour 10 ans là. Donc autant que dès maintenant, tu prennes des bonnes habitudes dans ta vie, dans ton lifestyle, pour que tu sois en bonne santé sur le long terme, et pas que tu arrives à 35 ans sans cheveux, avec des cernes. Faut-il, tu vois, avoir un business à la vision à 10 ans, tu vois. T'en as, ils ont des business à la vision à 6-7 mois. Et non, mais c'est un très bon, un putain de point que tu dis là. Moi, j'ai 2 points là-dedans, c'est justement le hustle culture. Je revenais des États-Unis, premier business, j'avais un prêt remboursé, bah alors là, mec, je m'en suis mis un de 6 mois. Je travaillais 10-12 heures par jour. Au minimum 6 jours par semaine, si ce n'est 7. Et même quand j'arrêtais de travailler, c'était que ça. Et justement, tu vois, j'ai coupé pas mal de trucs importants. Moi, tu vois, je mixais un peu avant. Je me suis pas mal coupé de mes potes. Passer du temps dehors, alors qu'avant, je passais la moitié de mes journées dehors. Ok, très bien. J'ai monté un business à temps. Par contre, je suis arrivé au bout de 6 mois. Et là, mec, en fait, tu te reprends toute la dette que t'as, ta dette sociale, ta dette énergétique, et tu te la prends dans la gueule, genre. De fou. x10, tu vois. Ouais, de fou. Et le second point, c'est hier, je faisais un podcast avec Ludivine Gilles, et on parlait justement de ça, tu vois, genre l'équilibre, qui au final n'est pas un équilibre genre égal, mais genre entre créativité, alignement et performance. Faut juste en fait être au courant, tu vois, que par exemple, si tu te mets trop dans le processus créatif et sans la performance, tu seras pas aligné. Si t'es trop dans la performance, sans être aligné, après ta créativité, et en fait, tu vois, c'est juste un effet de levier où tu peux le mettre. Et il faut être au courant aussi que c'est un processus qui fonctionne par phase, c'est-à-dire que t'as des phases de performance. Voilà, c'est ça. Par contre, tu dois après avoir tes phases de créativité, mais que, en fait, si tu suroptimises tu crées une dette de l'autre côté, tu vois. Et ça passe par, comme tu dis, l'itération, savoir ce qui est important pour toi. Et Exactement, ouais, il faut accepter qu'il y a des fois, tu vas moins bosser. Et ou juste penser sur le next move, c'est bosser en vrai. Genre, bosser, c'est pas forcément taper des trucs sur ton clavier ou, je sais pas moi, faire des vidéos, machin. Alors, des fois, bosser, ça va être même lire un livre, tu vois. T'éduquer sur comment ça te permettrait de... Après, ça nécessite quand même d'être en accord avec eux-mêmes, d'être en accord avec soi-même, pardon. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens, ils disent, ouais, là, je bosse, tu vois, ils vont faire les séminaires à droite, à gauche, ils vont rien branler pendant 6 mois. Et comme t'as dit, il faut trouver cet équilibre, tu vois, à un moment donné, entre performance et créativité. Donc, ça demande quand même une certaine rigueur où tu te dis, ok, bon là, c'était important, c'était ce livre que t'as lu, il va t'aider, etc. Maintenant, bon, tu vas l'appliquer. Donc là, on passe de la lecture à l'application, et tu vois, donc tu trouves cet équilibre. Mais je trouve, tu te sens moins coupable, et c'est très important. Surtout qu'aujourd'hui, ou dans le self-improvement notamment, on te dit, ouais, travaille 12 heures par jour, que toutes les distractions, tu vois pas de meuf, tu vois, genre. Et sauf qu'en vrai, ça peut marcher, tu vois, sur 3 mois, 6 mois. Encore que des fois, t'as des contre-coups. Mais je pense que le plus tôt, tu te dis, ok, bah, je vais trouver un rythme que je vais appliquer sur 10 ans. Bah, le mieux c'est, en fait. Parce que déjà, dès le début, genre, même là, des fois, quand j'ai la flemme d'aller au sport le matin, mais je me dis, bah ouais, mais Simon, ça va être quoi quand t'auras ton business, tes enfants et ta femme, genre. Tu vas arrêter le sport? Hors de question. Donc, prends les habitudes maintenant. C'est dur, ok, des fois t'as pas envie, mais ces habitudes que tu prends maintenant, ça va t'aider pour plus tard quand ce sera plus difficile, si c'est des temps un peu plus durs. Et en fait, tu vois, ce self-respect, que ce soit par rapport à toi, par rapport à ton business, c'est autant, tu vois, de se dire, d'être hyper sharp sur là je dois exécuter, mais là je dois arrêter, tu vois. Sauf qu'en fait, les entrepreneurs, la plupart, ils ont pas ce bouton. Non, et genre, ça, en mode, tu vois, par exemple, bosser, c'est genre, mec, ne rien faire. Tu vas sur un banc et tu regardes dans le vide. De fou! Genre, tu vois, de septembre à décembre, c'était vraiment chaud. J'avais le stage à ST Prep. Et juste en décembre, je me sentais coupable de partir en vacances. Et j'ai fait une semaine à Menton, tu vois, vers à côté de Nice, si tu vois. Et pendant une semaine, je me suis forcé, c'est la première fois que je fais ça de ma vie. C'est pour ça, c'est récent en vrai. Je me suis forcé à rien faire. Et tu vois, même sur les derniers jours, j'ai craqué, j'ai fait des TikTok et tout, parce que j'avais encore le stress, machin. Mais c'est vrai que pendant 5 jours, je me promenais dehors comme un retraité.
je m'allongeais sur les trucs en pierre, je dormais, je m'asseyais sur un banc, je regardais genre vraiment, je regardais la plage en mode, tu sais, montage, montage. La Dolce Vita. Ouais, vraiment la Dolce Vita. Et putain, ça fait du bien. Et c'est là où t'as tes idées qui ont vraiment. Et tu reviens, ouais, après tu reviens, par contre, t'es surboosté. Ouais. Et c'est réel ce que tu dis, genre, ouais, juste, il y a des moments, ça demande d'avoir ce bouton off, des moments où faut prendre soin de la machine, genre. Il y a un sujet que je voulais aborder avec toi aussi, c'est deux sujets en un. C'est toi là, du coup, t'es dans l'industrie du e-learning, c'est-à-dire que là, on assiste vraiment à un shift sur le système éducatif, tu vois. Système éducatif, surtout en France, qui marche plus du tout, avec des personnes qui ont du mal à le réformer, qui veulent pas le réformer, et on voit de plus en plus, tu vois, de gens qui switchent qui cherchent des trucs beaucoup plus alignés, qui cherchent des choses avec vraiment du côté pratique, et notamment toi qui est en train de disrupter justement, t'insérer, tu vois, dans cette dynamique. Mais derrière, les écoles de commerce qui sont sujettes à beaucoup de critiques, ça dépend pourquoi. Encore une fois, moi je trouve que par rapport à l'entrepreneuriat, faut clairement pas y aller. C'est compliqué. C'est quoi un peu toi comment est-ce que tu te situes, comment est-ce que tu te sens, c'est quoi ta vision par rapport à tout ça? Enfin c'est. Sur le marché en tant que tel. Ouais, il y a plein de transformations, faut l'avouer, surtout l'éducation. En vrai, il y a un vrai problème. J'en parlais avec Chiara la semaine dernière, on a fait un podcast. Il y a un vrai problème dans l'éducation en France, dans l'orientation. Et c'est clair que il faut prendre la vague de ce qui arrive. Enfin, faut pas être fermé. Tu vois, les acteurs actuels de l'éducation en orientation, c'est comme tu l'as dit au début du podcast, c'est des dinosaures, tu vois. Ils sont là depuis longtemps et je trouve qu'ils sont vachement fermés à ça. Donc, je pense déjà, première chose, il faut absolument prendre cette vague-là pour le bien de l'éducation, en France. Genre, on est obligé. Maintenant, nous, faut aussi qu'on se rende compte qu'on est quand même dans un système assez particulier en France, tu vois, très élitiste, classe préparatoire, grandes écoles, grandes facs, grande école d'ingé, grande école de commerce, etc. Et tu sens quand même que, je sais pas, bon là il y a de plus en plus de bachelors, mais cet élitisme et à la fois cette new wave, tu vois, avec l'IA, etc. À un moment donné, ça va clasher, tu vois. Ça va clasher les innovations qu'il y a dans le marché et l'ancienneté, la vieillesse du système éducatif français, genre très élitiste, très traditionnaliste. À un moment donné, ça va finir par clasher. Et là déjà, tu sens que c'est un peu compliqué. Tu vois, il y a les bachelors qui montent. La bachelorisation, parce qu'on s'inspire encore une fois, inspiration ricaine, où là-bas tout passe par les bachelors. Mais tu sens qu'à un moment donné, ça va clasher et ça va être très intéressant. Je pense que ça va être très intéressant. C'est intéressant surtout avec l'IA, parce qu'on pense que l'IA, ça va sucrer, tu vois, les jobs, je dirais, low-end en mode répétitif, etc. Mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, l'IA, ça va surtout en premier sucrer, tu vois, les jobs high qualification. T'es ouf. Donc en fait, tu vas te retrouver avec comme les écoles de commerce, on connaît de ce qu'on parle, ou même moi j'ai fait Sciences Po, c'est pareil, avec une énorme machine à fabrique à élite, qui en fait ne trouvera à rien derrière sur le marché du travail. Et encore pire que ça, c'est que surtout déjà il y avait un problème avec les élites françaises, à part pour les ingés qui s'exportent, enfin de toute façon notre élite d'ingénierie c'est la meilleure au monde, mais le reste en fait on a une élite qui ne s'internationalise, enfin ne s'exporte pas. Non. Personne n'en veut. Parce qu'en fait, c'est comme le système social. Alors tout le monde envie le système des prépas en France, tout le monde envie notre sécurité sociale. Jusqu'au jour où... Ah bon, ouais. Vraiment. Ok. Il y a que les Français qui disent non, mais on a de la chance. Mec, tu voyages un peu à l'international, tout le monde te dit, mec, c'est un énorme Ponzi. Genre de ouf. Vous allez morfer plus tard. De ouf. Mais ouais, cette élite, au final, ce qu'on s'en rend pas compte, c'est... Moi, si tu me demandes mon avis, ça me régale plutôt, parce qu'au moins, ça va bouger tout le monde, et en fait, on va se prendre un vrai reality check. C'est ça. Mais cette élite qui va se retrouver très bientôt sans rien, complètement paumé. Et nous, en fait, on va continuer à se dire, non, en fait, on va entretenir cet écosystème, dire non, mais on a une élite à la française, etc. Mais en fait, le seul truc qu'on va faire, c'est s'isoler chez nous et créer, tu vois, encore une fois, creuser le trou. C'est ça. Ouais, donc c'est pour ça. Moi, je suis optimiste, tu vois, et je crache pas, tu vois, genre, les écoles de commerce, je trouve ça très bien. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir qu'elles fassent ce travail de remise en question et de s'adapter à la new wave qui arrive, voir comment elle pivote. Il y a moyen qu'elle fasse des trucs monstrueux quand même, parce que c'est quand même moi j'ai quand même trouvé. Tu penses c'est quoi les indicateurs qui te font penser ça que les écoles vont s'adapter
Tu sens déjà en vrai, tu le sens déjà avec les bachelors déjà. Même tu vois, déjà, moi, le principal indicateur, c'est HEC qui lance son bachelor. HEC, l'école de l'élite, qui lance un bachelor, tu vois. Là, déjà, je me suis dit, ok, là, il y a un truc qui se passe, tu vois. Genre, une école qui a toujours dit, ouais, nous, programme grande école, master, etc. Tu sens qu'ils commencent à prendre le pas. Donc, déjà, et même les secs, c'est pareil. Enfin, tu sens que les écoles commencent à prendre la pilule. Et même les gens, enfin, ils réagissent juste à une demande de marché. Il y a énormément de gens qui vont dans les bachelors aujourd'hui. Les gens se rendent compte qu'ils ont peut-être la flemme de faire 2 années de classe préparatoire. Donc, il y a un vrai shift qui s'opère. Même les concours AST, tu vois. Moi aussi, j'ai promu le fait que t'es pas obligé de faire une prépa pour intégrer les mêmes écoles. Ce qui est totalement vrai, tu vois. Aujourd'hui, un mec qui s'oriente bien, il est pas obligé d'aller en prépa pour intégrer le SCP et l'ESSEC, tu vois. Pourtant, un mec il va arriver au même résultat qu'un mec qui a cravaché 2-3 ans en prépa et faire énormément de sacrifices, il va en faire beaucoup moins. Genre, donc, tu vois, déjà, tu sens ça commence à court-circuiter un peu. Pas court-circuiter, mais commence à y avoir du mélange un peu. Et donc, non, à mon avis, moi, ce qui me fait penser ça, c'est vraiment le changement, le changement de paysage au niveau des diplômes. Et tu sens qu'on essaie de garder notre système, mais en même temps, on essaie de s'adapter avec ce qui se passe à l'étranger. Il y a même de plus en plus des formations court terme avec des vrais experts, des entrepreneurs, du coup. Je pense, tu vois, par exemple, j'avais vu un truc, l'EDEC avec Mathieu Stéphanie. Oui. Tu sais, c'est un expert, etc. Ce qui est pas plus mal, parce que moi, du coup, quand j'étais à Berkeley, tu vois, les profs, c'était des mecs en entrepreneuriat, des mecs qui avaient monté des boîtes, ce qui est logique. Et tu reviens en France, enfin moi du coup j'avais fait l'inverse avant, c'est des académiciens qui t'enseignaient le business, et j'étais là en mode mais genre the fuck, tu vois. Ouais, c'est chiant, tu sens, les écoles, c'est un beau truc, tu vois, mais il y a 2-3 changements qu'elles peuvent faire facilement, genre les intervenants, genre dans l'entrepreneuriat, enfin il y a un vrai travail dans l'entrepreneuriat, genre elles s'assoient quand même sur l'entrepreneuriat, parce oui, c'est risqué, c'est pas sexy, c'est moins sexy qu'un banquier d'affaires en costard et tout, mais elle s'assoit sur quelque chose de beau, tu vois. Si on prend juste l'entrepreneuriat, et c'est dommage, tu vois. En vrai, encore une fois, vous inspirez des bachelors, ok, bah inspirez-vous plus de ce qui se passe à Berkeley dans ces institutions-là, au niveau des cours, au niveau de l'organisation, au niveau de la vie étudiante. Genre, inspirez-vous, bah allez-y jusqu'au bout, n'ayez pas peur. Genre, regardez ce qui marche ailleurs et essayez de l'appliquer en France. On est trop rigide. Et du coup, si on parle parce que là on parlait de vision, mais un peu macro, toi, si on parle au niveau micro, du coup, par rapport à toi, comment est-ce que tu vois ST Prep là sur les prochains mois, surtout les prochaines années, où est-ce que tu veux emmener tout ça? Bah moi déjà, au début je voulais me diversifier assez vite, mais je suis bien entouré maintenant. Tu vois, des gens ils m'ont dit, mais avant de te diversifier, Simon, donc changer de concours, changer de machin, consolide vraiment ta position dans les concours AST. Ouais. Et c'est un peu genre, c'est vrai que ça fait peur parce que tu dis putain, je vais rester encore dans ma toute petite niche, mais d'un autre côté je me dis ok, mais ça va me permettre de me renforcer dans ma position d'expert et de montrer que bah les AST je sais faire. Je suis un expert en AST, je sais très bien faire. Donc ST Prep, il y a encore une année où on va consolider ce qu'on a, la plateforme, le coaching, etc. Et on va vraiment consolider notre base. Et ensuite seulement, quand on se sera dit ok là c'est bon, on a consolidé, on va bouger. Il y a un boulevard énorme dans l'éducation. Nous, on sait plus quoi faire, on sait pas quel sera notre next move parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais il y a tout qui peut marcher, tu vois, on pourrait, en fait, on aimerait bien, à terme, je pense, la vision de 10 ans, ce serait vraiment d'avoir un institut, pourquoi pas des murs, tu vois, une école, tu vois, un institut de préparation, mais genre vraiment un truc big, où tu prépares à tous les pans de ton orientation. Du coup, tu copies un peu le modèle de ceux que tu viens de disrupter. Ouais, mais justement, tu changes, tu vois. Ouais. Tu refais pas les mêmes erreurs. Là, je parle de murs, parce que pour moi, l'essentiel, ça reste quand même, enfin, la présence physique, c'est quelque chose que je cherche, tu vois, genre avoir une classe, avoir des élèves en face de toi. Je trouve que tu seras quand même dans un truc beaucoup plus motivé, avec des élèves beaucoup plus motivés qu'en c'est en ligne, même si encore avec la communauté, ça va bien se passer. Tu penses à ça, désolé, mais tu penses à Paris ou tu penses à la France périphérique aussi? Ça peut être Paris, ça peut être la France périphérique, tu vois, genre je bosse avec quelqu'un qui s'appelle Mehdi Cornier, tu vois, lui fait des BTS un peu en France périphérique, parce que c'est vrai qu'il y a un gros sujet aussi sur... Il y a un désert éducatif. Un désert éducatif. Médical, tout donc peut-être qu'à un moment donné, tu vois, je vais encore avoir ce pivot. Là, je te dis à 10 ans, c'est des hypothèses, mais peut-être qu'à un moment donné, je vais me poser la même question que toi, tu t'es posé quand t'as quitté ta boîte, c'est de se dire, ok, bah j'ai ce move-là, genre là, ok, j'aimerais bien faire un gros institut de préparation qui prépare à tous les pans de l'éducation et tout, mais... Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire, genre qui s'aligne plus avec mes valeurs, tu vois? Ouais. Et c'est difficile, tu vois, là je te donne des éléments de réponse, mais j'en suis pas sûr, j'en suis pas convaincu du tout, parce qu'à 10 ans après tu te projettes. Mais il y aura un vrai sujet de... je sais que ce sera sur la table le truc du ok, t'as ça, c'est bien, ça te fait de l'argent, mais t'as ça fait un peu moins, mais ça te plaît.
c'est sûr il va se passer ça, tu vois. Et donc le move, Est-ce que je te mets ça sur la table, hein. Ton next move serait pas de faire basculer sur de l'IA, faire un agent IA justement qui est un peu de sparring partner, tu vois, qui va aider les gens, ou les gens, je sais pas, payent une souscription. Tu vois, ça peut être un mec qui t'entraîne aux euros, ça peut être un agent IA, tu vois, qui je sais pas, qui peut faire plein de trucs, tu vois, mais qui au final c'est ton prof d'ASC. c'est complètement tu vois, là on parlait avec des étudiants, ils ont lancé un truc qui s'appelle First Round, c'est tu simules des entretiens IA avec pour la finance, etc. Ça peut clairement être ça. En fait, ça peut clairement être dans la continuité d'avoir une plateforme, d'avoir l'e-learning et de s'adapter avec ce qui arrive, tu vois, de vraiment être d'apporter en France ce que n'arrivent peut-être pas forcément à faire les écoles et les institutions, d'apporter quelque chose de nouveau, tu vois. Je pense que ça ferait pas de mal. En vrai, un truc à l'IA. Ouais, c'est surtout que c'est. Il y a un gros je dis ça parce que tous ceux qui vont pas prendre. Les gens pensaient que l'IA, tu vois, c'était une hype. ChatGPT, c'était une hype, c'était marrant, etc. Et là, ce que les gens se rendent pas compte, tu vois, c'est que on n'est plus sur une hype. C'est que là, en fait, on passe sur une machine qui est plus intelligente que les humains. Là, on n'est pas sur une hype, on est sur un truc qui est parti pour rester, qui sont les agents IA. C'est-à-dire que là, c'est pour une fois la première chose actionnable qui va vraiment remplacer l'humain et plus vite qu'on ne le pense. Surtout là sur 2025. Et ouais, je te dis ça parce que moi je me disais putain mais ce serait banger, tu vois, pour des étudiants. Ah, mais je pense que t'as complètement raison. Et de toute façon, si tu prends pas le tournant, quelqu'un qui va le prendre à ma place aussi. Et tu vas te faire disrupter à et je vais me faire disrupter à mon tour. C'est pour ça, c'est tout dans mon intérêt. Ouais. Et t'as grave raison. Et c'est clairement un autre sujet. Il y a beaucoup de moves, tu vois. Et juste à un moment donné, je pense qu'il va falloir que je me pose, il va falloir que je réfléchisse à ce que toi tu m'as dit, à ce que les autres m'ont dit, et de dire en vrai là, il faut qu'on fasse ça parce que ça me plaît, parce que c'est le futur, parce que machin. Tu vois, ce sera la somme de tout ça. Mais en tout cas, dans le court terme, c'est consolider vraiment ce que je fais. Ton produit, ouais, Mon produit, il est pas parfait, il va l'être, on l'espère. Et ensuite, on fera je pense le gros move, ce sera peut-être l'année prochaine dans 2 ans, tu vois. Un vrai truc vénère, tu vois. Quand t'auras amassé du cash. Voilà, tu vois. Et voilà, enfin, mec, déjà, moi, je tenais à dire félicitations encore une fois. Merci. Parce que pendant Merci, avec plaisir. un an, mec, c'est déjà de faire le move, de passer de passion, enfin, d'essayer de vivre de ta passion, tu vois. En plus, toi, t'avais des mecs qui te collaient au cul. De tenir pendant 1 an, pas évident, tu vois, avec un taf, etc. Et quand tu regardes en fait en 1 an le chemin que t'as parcouru, mec, c'est vraiment insane. Donc déjà, avec congrats. Merci, merci, ça fait plaisir. Et est-ce que toi, t'aurais des leçons à partager là justement sur cette année d'entrepreneuriat? Si tu devais retenir 3 ou 5 leçons à partager, ce serait lesquelles? C'est une bonne question. Bah déjà, merci. Enfin, franchement, en plus, toi, je te le redis, mais c'est vraiment grâce à toi. Genre, tu m'as débloqué un truc, c'est boule de neige, tu vois. Genre, en vrai, même si, tu vois, je pourrais dire, ouais, il a été là au tout début, genre, il m'a pas aidé non plus à faire ce que je fais. Genre, il est pas derrière moi, là, tous les jours à vérifier. Mais c'est sans ton déclencheur, toi, qui m'explique les choses, il y aurait jamais eu tout ça. Donc, déjà, rien que pour ça, je te serais vraiment éternellement reconnaissant. Vraiment, ça vient du cœur. Plaisir, mec. De mes expériences, je pense, l'énorme problème dans l'entrepreneuriat et surtout l'éducation, et vraiment un truc que j'ai appris, c'est vraiment avoir son ego in check. Garder toujours, tu n'es personne. Tu peux être fier de toi, tu peux être content du parcours accompli, mais il faut toujours être quelqu'un qui... Je recommande le livre Ego is Enemy de Ryan Holiday. Toujours garder son ego in check, de se dire que t'as tout à apprendre, et que t'as tout à apprendre de d'autres personnes qui sont pas forcément dans ton milieu. Toujours écouter les gens. Voilà, toujours, en fait, faut jamais penser que ça y est, t'as découvert la pierre philosophale. Ça y est, c'est toujours, vraiment, c'est hyper important. Je pense que c'est le plus gros conseil, c'est vraiment garder son ego in check et écouter les gens et prendre les conseils et garder l'esprit ouvert. Première chose. Deuxième chose, c'est en vrai, l'entrepreneuriat, c'est mental. C'est pas besoin d'être smart, pas besoin d'être Einstein, tu vois. Pas besoin d'être Einstein, pas besoin d'avoir l'idée du siècle. Mais tu le disais, ton switch, tu l'as pas fait au niveau des compétences, tu l'as fait. Non. Tu l'as fait là-haut, c'est en mode, ok, je peux le faire. C'est ça, voilà, fin. Genre, il n'y a pas besoin d'être hyper intelligent, ce que moi je pense au début. Il suffit juste d'exécuter, vraiment de faire les choses simples, d'exécuter, de parler aux gens, d'itérer, genre de parler, de lancer des petits trucs, y aller step by step, mais vraiment, il n'y a pas besoin d'être méga smart. Faut juste se lancer. Ça, c'est le truc le plus réel. Genre, le plus tôt tu fais les petits moves qui vont t'apporter succès, donc je sais pas moi, gagner 10 balles grâce à ta formation, etc. Le plus loin tu vas aller. Donc, et puis peut-être un troisième conseil, c'est bien s'entourer. Genre là, aujourd'hui, je serais pas qui je suis sans des gens comme toi, sans mon associé Grégoire.
tu as des mecs qui cultivent le même mindset d'ambition, de vouloir disrupter le marché, de parler avec d'autres entrepreneurs, tu vois, à l'EDEC, peut-être ils vont regarder ce podcast, des mecs qui sont comme moi entrepreneurs. Je pense l'entourage, moi pendant longtemps, tu vois, j'ai pas trop fait de podcast non plus, j'ai pas fait de collab quasiment, sauf avec Raph, mon pote qui fait des vidéos aussi, mais j'ai été longtemps dans ma bulle un peu, me dire ouais machin, je reste dans mon coin, mais quand même c'est hyper important d'être avec des gens qui sont surtout meilleurs que toi, je pense, mais au moins qui cultivent le même état d'esprit. C'est-à-dire entreprendre, vouloir changer les choses, être ambitieux, vouloir changer le monde. Ça te drive de fou. Genre, pour moi, c'est vraiment le move à faire. Donc, ça peut être par, je sais pas, moi, juste aller dans des coworking pour bosser, par exemple. Ouais. Avec d'autres gens qui bossent, ça se trouve, le mec, il bosse juste sur sa thèse de droit, tu vois. Mais peut-être, tu vas t'inspirer cet esprit de tryhard, de bosser, de capacité de travail, etc. Donc, ouais, c'est trouver un entourage assez rapidement. Tu vois, il y a des forums qui existent, il y a des communautés. Trouver cet entourage, moi, je l'ai vu là, du coup, j'ai bougé à Barcelone et un détail qui a tout changé. Et je pense que c'est pas forcément franco-français, peut-être que si, mais c'est plus générationnel avec les réseaux sociaux. C'est qu'on a peur de déranger, d'engager des petites discussions. Et en fait, moi, je me suis fait un pied d'orgue, tu vois, dès que je vais quelque part, à part si je vois que je dérange ou quoi que ce soit, mais je vois au sauna, là où je vais, ou t'engages une petite discussion. Juste, tu testes, si tu déranges, tu vois, pas grave, 30 secondes après, tu passes à ton... Mais en fait, c'est de ces petites discussions, tu sais pas où ça va mener. Comme t'as dit, tu sais pas ce que le mec il est en train de faire. Ça se trouve, je sais pas, c'est un biologiste, mais il va te donner l'insight de fou furieux. De ouf. On se doute pas. Ouais. On se doute pas que. Moi, j'ai trouvé une cliente comme ça. J'ai trouvé un pote. C'est avéré qu'au final, son père, c'est le CMO de la NFL et qu'il y aura sûrement un podcast qui va se faire. Enfin, mec, tu sais pas en fait. C'est réel. C'est tellement réel. Pas ce qu'il y a derrière. Genre, ouais, c'est ça. C'est se mettre dans un environnement et pas avoir peur d'engager les gens parce que ça se trouve, tu vas tomber sur quelqu'un, même qui est pas forcément entrepreneur, mais qui va tellement t'apporter de la value et des apprentissages. Genre, ouais, faut s'entourer. Faut s'entourer. L'entourage, mec, c'est tout. Ah, j'avoue que le networking en France, c'est un peu dénigré parce que justement, on cherche avec une intention. C'est en mode, t'as pas ce qui m'intéresse, next, tu vois. Ouais, c'est un peu ça, c'est vrai. Alors que c'est juste, mais tu vois, si on repart encore sur les livres, tu vois, un truc qui est, c'est genre How to Make Friends de je sais plus comment il s'appelle. Daniel Carnegie. Ouais, voilà. Ouais. Tu vois, genre, c'est littéralement ça, c'est juste s'intéresser aux gens de manière désintéressée. D'ailleurs, ce livre, mec, j'ai eu des potes, ils m'ont dit, ce que le titre, c'est Comment se faire des amis. Ouais. Et véridique, j'ai des potes qui m'ont dit, le bolos, c'est pas de ouais, t'es autiste ou quoi? Et là, c'est là où je me suis dit, en fait, putain, ouais, en école de commerce, c'est 80% de teubé, qu'est-ce que je fous là? Ouais. non, franchement, c'est vrai que le livre, pour le coup, c'est vrai les mecs, ils peuvent te dire, mais alors qu'en fait, c'est juste des gens qui sont fermés d'esprit, ils l'ont pas lu. En fait, le livre, c'est surtout, en fait, tu te rends pas compte, c'est un des classiques, je te dirais pas de la littérature, enfin, de la littérature business. Mais c'est dans tous les classements, c'est top 5 livres. Ah, mais clairement. Ah, mais c'est un énorme banger. Et du coup, il dit exactement ce que tu dis, genre, pas juste venir avec des intentions, juste s'intéresser. Tiens, avant qu'on se lâche, que tu m'en as sorti pas mal, top 5 des livres à lire, si on veut soit business ou soit transformer sa passion en un business comme t'as fait. Top 5, Ego is Enemy, en 1. Top 1, tu le mets? Top 1. Ok. Ouais, je le mets top 1. Genre vraiment, c'est le truc qui m'a le plus changé ma vie, oui, je pense. Ouais. Top 2, How to Make Friends and... C'est Influence People, c'est ça? Je sais jamais de là. C'est How to Make Friends and... Peut-être. Je sais plus, bref. How to Make Friends, comment se faire des amis, bref. Celui-là, il est excellent. Excellentissime. 3, un qui m'a beaucoup aidé, c'est Machiavel. Mais pas en mode... trahir, tu vois, on a le machiavélique, machin. C'est juste genre ça t'apprend tellement sur les codes sociaux, sur même la politique, sur ton business, etc. Genre j'ai grave appris. Genre c'est vraiment un banger. Et c'est moins, c'est pas un poncif à tous ces livres américains là, 48 lois du pouvoir. Genre en vrai, les 48 lois du pouvoir, tu les as dans Machiavel. 3 Machiavel, 4. Laisse-moi réfléchir. Le Comte de Monte Cristo. Ok. Incroyable. Parce que du coup c'est une fiction, mais du coup ça t'apprend beaucoup plus sur et moi ça reflétait avec moi, tu sais, tout ce qui est haine, vengeance, etc. que j'avais. Genre ça m'a grave je me suis grave avec le titre du podcast, ça m'a dit construire un business à 6 chiffres, à la haine et à l'amour. Exactement. Alors que tu sais, en plus je suis grave là, je suis friendly avec toi, mais c'est vrai que moi je préfère être honnête. Le mec est noir. Moi je préfère être honnête, c'est un driver. Genre je vais pas mentir aux gens en mode oui machin, je voulais aider les étudiants. Genre en vrai à la base je voulais exterminer la concurrence, tu vois. Genre, c'est ça le truc. Donc ouais, Monte Cristo, banger ce livre, genre incroyable. Top 5, un petit 5e.
un peu plus léger, je pense. Dune, j'aime beaucoup Dune. Dune, ouais. Mais du je coup, pensais que t'allais lâcher un Hormozy, un des 3 Hormozy. ouais, l'idée, ouais, c'est une singerie. Mais tu vois, encore une fois, parce que moi, genre, comme je t'ai dit, moi, je mets plus, je m'y connais pas trop en business, mais je suis meilleur en, genre, humain, social, etc. Et ce qui fait que, en partie, je pense là où je suis aujourd'hui, tu vois. Genre, je les ai lus, les trucs, mais tard. Et finalement, j'ai tiré beaucoup de leçons, peut-être même plus, des livres qui avaient pas forcément de rapport avec l'entrepreneuriat. C'est ce que tu disais au début, c'est en mode, chope les bases. C'est un peu comme la littérature, tu vois, si tu veux philosopher, lis les grands classiques, chope les bases, tu vois, pour avoir les grandes lignes. Et après, au bout d'un certain moment, lis tout sauf du business, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, après, c'est des mecs qui vont te faire devenir plus rigide. Alors que par exemple, tu vois, de lire de la philosophie, de la biologie, des neurosciences, c'est en fait, tu vas commencer à créer des connexions que tu vas faire par rapport à ton business. Genre, c'est vrai qu'à un moment donné, moi, j'étais vachement en self-improvement, marketing, machin, et je me suis forcé à arrêter. Je me suis dit, c'est bon. En fait, là, je me suis dit, c'est bon, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est bon. Il va juste dire les mêmes choses que tu sais, mais d'une autre manière. Arrête. Ou alors, tu vas t'imposer des trucs qui fonctionnent pas pour toi, au lieu, en fait, de partir en quête de savoir ce qui pourrait fonctionner. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut juste se dire, c'est bon, je sais. Genre, c'est bon, t'as regardé assez de vidéos d'Hormozy. Ouais, voilà, genre, stop. Réel, genre oui, hein, et genre vraiment moi après c'est mon avis, c'est vrai, ils vont dire ouais mais si tu veux être fort en business, fais lis des livres business. Ok, mais tu peux gagner plus d'insight que tu le penses en lisant des livres qui n'ont aucun rapport. Et même ça te permet aussi hors ça de te déconnecter avec ton business. Tu vois, moi le soir je suis content de lire un truc qui n'a aucun rapport avec l'entrepreneuriat, tu vois. Juste ça te surtout pour déconnecter. Dans cette notion d'équilibre encore une fois de, tu vois. Voilà. Mec, top class. Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin? Est-ce que tu veux plug des choses aussi peut-être? Non, merci encore pour l'invitation. Franchement, je pense que le truc qu'on peut retenir, c'est genre moi si j'ai entrepris avec toutes les barrières mentales, avec le peu de connaissances que j'avais et juste avec la volonté de bien faire, en vrai tout le monde peut le faire. Enfin pour le coup, il y a pas de limite à avoir. Honnêtement, je pense que je représente bien l'étudiant lambda qui arrive à monter des trucs et montrer que l'entrepreneuriat c'est pas une si grosse montagne qu'on s'en fait. Il suffit juste d'exécuter, de faire quelque chose qui nous plaît vraiment. Plus important, je pense. Et juste de le faire, je pense, au début de manière désintéressée. Et voilà, et puis comprendre comment ça se passe et voir ça comme un jeu. Non, franchement, j'aimerais conclure là-dessus. C'est souvent en France, on te fait une montagne avec l'entrepreneuriat et même quand tu regardes des vidéos, t'as l'impression que c'est le next step de ta vie, genre gagner 10 000 euros par mois, monter un business, machin, t'as l'air, c'est un truc, putain, faut être un crack. Pas du tout. Pas du tout. Faut juste mettre ses bons points de cerveau, bons endroits, se faire kiffer. Genre ça fait un peu le mec bisounours, tu vois. Mais en vrai de vrai... La réalité, c'est que tu penses au début que c'est comme ça, mais au final, t'arrives à un point et tu reviens à la base et tu dis, en fait, c'est ce qu'on m'avait dit. Exactement. C'est quand même à peu près dans tout. Mais écoute, mec, on terminera là-dessus. Encore une fois, moi, je te tire mon chapeau. Enfin, le meilleur pour la suite. Merci. Parce que t'as entrepris en étant étudiant. Là où déjà en étant adulte c'est compliqué, mais encore plus étudiant. Et ouais mec, c'est cool ce que t'as fait, disrupter une petite industrie comme ça. Je pense que là vous êtes parti pour faire des trucs assez stylés, donc clairement. Donc chapeau à toi, enfin chapeau à vous. Et puis si vous voulez contacter Simon, c'est LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube. Simon ST Prep. Simon ST sur les réseaux et www.astprep.com pour la plateforme. Ok. Voilà. Bon, merci mec. Merci Jocelyn. À la prochaine. Ciao. Ciao.